Ce soir, le thème de la conférence que j'ai choisi pour vous, c'est sur l'anxiété. Parce que j'avais envie un peu d'élargir. Vous savez que je suis spécialisée, alors je m'appelle Véronique Cohn, psychologue, psychothérapeute. Je travaille à Montpellier et je suis spécialisée sur la relation amoureuse. La plupart des gens me connaissent, hein. Bon, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube et je donne plein de conférences sur le sujet de la relation et l'amour. Et ça fait des années, au moins 10-12 ans, là, je disais que je donne des conférences et je produis des vidéos et je prends des angles à chaque fois différents sur le sujet de la relation. Et j'ai envie d'élargir un peu. Mais j'ai envie d'élargir un peu sur le thème, je vais élargir sur la vie en équilibre, sur donc la recherche de l'équilibre, sur comment trouver une certaine paix, une certaine sérénité, si tant est possible qu'on trouve vraiment la paix, mais en tout cas se faciliter la vie, voilà. Comment se faciliter la vie, comment avoir des petits conseils de sagesse, des trucs pleins de bon sens pour éviter de grimper dans les tours. Et donc j'ai choisi ce soir pour démarrer cet élargissement de mes compétences qui en général tournent exclusivement autour de la relation amoureuse sur la gestion de l'anxiété. Et j'ai dit comme ça, j'avais envie de donner cet angle sur l'anxiété, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur l'anxiété, il y a des spécialistes des troubles de l'anxiété. J'avais envie de donner l'angle de vue, et c'est comme ça que j'ai nommé le titre de la conférence, quand l'anxiété devient enseignement. C'est-à-dire quand le chaos, parce que l'anxiété, ça peut monter jusqu'aux attaques de panique, les gens qui ont des troubles anxieux, j'ai une base anxieuse, hein, donc je parle en général de ce que je connais, c'est pas comme si c'était très loin de moi. J'ai beaucoup plus une base anxieuse que dépressive, donc je connais bien le problème de l'anxiété. C'est aussi parce que je suis concernée qu'en général je diffuse. Hein, les cordonniers sont à la fois les plus mal chaussés, mais ils connaissent bien le truc, donc ils peuvent en parler. Et donc, je trouvais intéressant dans mon propre parcours et dans le parcours de mes patients, de voir comment parfois, quand on peut grimper dans des pics d'anxiété et se prendre la tête sur des trucs en biais catastrophiques, et ça me fait peur, et comment je vais m'en sortir, et je ne vais jamais y arriver, et qu'on monte, on monte, on monte dans les tours de l'anxiété, à certains moments, ça va tellement loin que, et vous l'avez remarqué dans les épreuves, il peut y avoir une bascule, c'est-à-dire ça se transforme, ça se transmute dans un « ah, j'ai pigé ». J'ai compris, là, j'allais pas dans la bonne direction, je vais changer de direction. J'ai compris un truc, on le voit dans la relation amoureuse, hein, des fois, il y en a qui prennent cher et qu'à un moment donné, ça leur fait piger un truc, ils se disent, non, plus jamais ça, je comprends qu'il faut que je me respecte, par exemple, ou que je ne choisisse pas ce même genre de partenaire, etc. Je pige un truc, ce qui fait que je change le chaos se transforme en direction thérapeutique. Voilà, donc dans une direction qui va nous permettre de nous sentir mieux, de nous expanser, pas de nous ratatiner, de nous réduire et de nous faire perdre énormément d'énergie, voire jusqu'à somatiser. Parce que les troubles anxieux, ça peut vraiment, au pire, hein, ça peut aller dans les attaques de panique, les troubles phobiques. Hein. Je vous rappelle que moi, j'ai trouvé les chiffres. Une personne sur 5 est anxieuse. C'est énorme. Ça va jusqu'aux troubles paniques. Donc ça, c'est l'extrême des attaques de panique. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont des paniqueurs. Moi, j'en fais des fois des attaques de panique, je sais de quoi je parle. Et les phobies sont très fréquentes. Il y a 11,6% de la population qui ont des phobies spécifiques. Les phobies, les troubles phobiques, hein, ça parle de... Il y a à la fois les phobies des araignées, de je ne sais pas quoi, des phobies spécifiques, mais il y a l'agoraphobie, il y a la phobie sociale, il y a plein de types de phobies différentes. Hein. Suivi par l'anxiété généralisée. Donc ça, c'est 6%. Donc ça, c'est vraiment pareil, hein, les attaques de panique et les troubles anxieux généralisés qui fait qu'on est hyper agité mentalement et qu'on passe son temps à dramatiser et à se faire des films d'horreur avec le biais catastrophe. Hein. Donc trouble panique, 3% de la population. Phobie sociale, c'est l'anxiété de parler en public. Bon là, pour moi, je n'ai pas ça, mais il y en a qui ont vraiment un problème sur... le fait d'aller vers les autres, hein, d'aller vers le monde, donc ils sont très inhibés comme ça, donc ça c'est 4,7% et agoraphobie 1,8%. Donc ça touche quand même hein, énormément de gens, les problèmes d'anxiété, troubles anxieux. Les gros fléaux dans la santé mentale, c'est anxiété et dépression. Bon, je pense que je traiterai une autre fois la dépression, mais j'avais envie de travailler sur l'anxiété, déjà parce que moi je suis très concernée par le sujet, et parce que je vois comment parfois on peut se prendre les pieds là-dedans, et qu'il peut y avoir des actions correctrices. Voilà. Parce que le mental, souvent, enfin, bon, je vais développer un peu sur l'anxiété, mais
L'anxiété, c'est à la fois l'émotion de la peur, et il n'y a pas que l'émotion de la peur, mais c'est principalement la peur qui dirige, et il n'y a jamais une émotion qui va sans une sensation et sans une pensée. Donc il y a souvent accolé une sensation d'oppression, palpitation, enfin une sensation de contraction qui peut être forte, hein, angoisse, ça prend la gorge, machin, tout ça, enfin, ou troubles digestifs et tout. Et ça, c'est la sensation. Donc l'émotion, c'est souvent la peur qui domine. Et vous avez toujours une pensée. Il y a des pensées qui vont avec. Il n'y a jamais une sensation ou une émotion qui se bat toute seule. Ça n'existe nulle part. Il y a toujours un dialogue intérieur. Il y a toujours des commentaires. Ça, c'est le mental. Donc c'est très intéressant. Là, je commence déjà, d'ores et déjà, à vous dire, et regardez la question de l'anxiété. Il y a toujours associé une sensation, une émotion et des pensées. Et en général, le problème, c'est que c'est un film catastrophe, l'anxiété. C'est qu'on va se faire un film avec des biais cognitifs négatifs, catastrophiques, parce qu'il va y avoir du mental, il va y avoir un récit, une histoire qui va se raconter, qui va augmenter, activer, augmenter, amplifier l'émotion de la peur et augmenter ainsi les sensations de contraction, d'oppression, de difficulté de respirer, parce que l'anxiété, c'est la peur et donc c'est lié à la survie. C'est comme si notre organisme se prépare à être prédaté, quoi. C'est comme s'il y avait du danger, qu'on allait nous tuer, nous assassiner, qu'il y avait un prédateur dans le pré, là. Imagine, vous êtes une gazelle ou un chat, et vous allez vous faire prédater. Voilà, c'est ça. Et donc, votre organisme vous met en alerte pour vous dire, attention, c'est pas l'heure de mourir, il y a du danger, prépare-toi. Prépare-toi à l'action, mobilise tes forces pour faire face. Donc, c'est ça, l'anxiété, c'est l'hypervigilance. Hein. J'imagine qu'il y a du danger ici et maintenant, alors qu'en général, donc il y a du danger ici maintenant, donc il y en aura demain, en général, le pire est dans le passé. Parce que, et là, je vais travailler sur les cas de mes patients, où je vous donnerai des exemples. En général, le pire des traumatismes et des blessures sont dans le passé, mais ne sont pas archivés. Ce qui fait que vous voyez avec vos lunettes d'enfant, et vous imaginez qu'il y a du danger maintenant ou demain. Par exemple, sur les histoires d'amour, le pire danger dans la plupart de mes patients, c'est je vais finir seule et ça va être un drame. Donc c'est demain, hein, là, je vais bien, mais demain je vais finir seule parce que petit j'ai été seule et c'était une cata. J'ai pas pu gérer tout seul parce que c'était dramatique quand j'étais petit, mais je vois avec mes lunettes d'enfant. Donc je suis en danger maintenant à l'idée de perdre la personne qui m'est chère ou d'être célibataire à vie, parce que quand j'étais petit, c'était une catastrophe, et ça c'était vrai du point de vue de l'enfant, mais je continue de voir avec mes lunettes d'enfant, et donc je dramatise mon futur qui devient angoissant dans mon présent. C'est-à-dire dans mon présent, j'ai de l'anxiété. Voilà, l'anxiété et j'ai tout un dialogue autour de oui, ça va être dramatique, je ne vais trouver personne. Bon, ça, c'est pour l'histoire d'amour. Bon, je développerai un peu plus, mais vous comprenez comment ça fonctionne. On utilise le passé pour prévenir le futur, et sauf que le pire, en général, est dans le passé. Mais ce n'est pas archivé. Bon, voilà. Du coup, ça nous fait délirer en mode histoire qu'on se raconte et qui nous font flipper, en fait. En fait, c'est comme si on va au cinéma et on se fait des films d'horreur, quoi. Genre, on se fait triper, on dit « Oh, qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui ?»« Oh non, je ne vais pas me voir un film d'amour, non, je vais aller me faire un film d'horreur. C'est trop bien, ça va être... je vais triper. » Ben voilà, on se fait tout seul. Alors, l'anxiété, c'est un mélange d'émotions de survie. Hein, je vous rappelle qu'on est orienté sur la survie, donc sécurité, danger, sécurité, danger. Toute notre vie, dès qu'on arrive sur Terre, on arrive avec un sentiment de séparation, qui va nous donner un sentiment d'incomplétude, d'insatisfaction chronique. On veut se compléter, on veut être plein, on veut la zénitude, on veut la perfection, on veut le retour à l'unité, le retour à la source, où c'était peinard, je pense. En tout cas, c'était libre. Je ne sais pas si c'était peinard, mais en tout cas, il y avait quelque chose de l'ordre de la liberté. On arrive sur Terre dans l'incarnation avec des limites, avec un corps, avec des limites corporelles, mais avec des limites du mental, les pensées, les émotions, les sensations, enfin, tout est limité, un sentiment de séparation, moi c'est moi, toi c'est toi, là-bas il y a une plante, ici, bon voilà. Donc il y a ce fameux sentiment de séparation et ce goût de l'inachèvement, ce goût de l'inaccomplissement. Et ça, c'est terrible. Donc cette nostalgie du paradis perdu à l'arrivée sur Terre nous prend aux tripes, je vais le dire comme ça, et ça nous suit. Pendant toute l'aventure terrestre.
sauf si on examine un peu la question. On réexamine la question, mais si on ne fait pas gaffe, qu'on ne se pose pas de questions, on vit avec ce sentiment d'inaccomplissement et on cherche toujours à remplir, à chercher à se compléter, à chercher à trouver l'âme sœur ou à trouver, à réussir sa vie, à ne pas rater sa vie, atteindre des objectifs, ou à jouir de la vie, toujours plus de plaisir. Faut faire quelque chose pour combler ce sentiment d'inaccomplissement, d'inachèvement ou de séparation. Ben ça, c'est tragique en fait. Hein. C'est comme ça qu'on se fout le bourdon et c'est comme ça qu'on va se créer de l'anxiété par la croyance qu'on ne rate jamais assez bien, qu'on ne va pas y arriver, que les autres atteignent leurs objectifs et pas moi, que je suis l'auteur de ma vie, je dois y arriver. Donc j'ai toujours dans l'anxiété, je reviens sur l'anxiété, j'ai peur que quelque chose de mauvais va m'arriver dans le futur. Et même quand j'atteins un objectif, imaginons vous trouvez l'homme ou la femme de votre vie, vous vous faites l'amour, c'est divin. Voilà, vous êtes au sommet de votre vie, là. Vous êtes là, ah, trop bien, c'est trop génial. Ou vous réussissez un examen, vous aviez un examen, vous êtes dans des études, vous êtes au sommet, ça y est, je suis médecin, trop bien, je vais enfin pouvoir faire ce que je veux, ça y est, je suis au sommet de ma vie. On est au sommet de sa vie, sauf que quand on y est, vous avez remarqué qu'après, il faut rester dans la même posture. Il ne faut pas perdre le truc. Il faut continuer d'avoir la même chose qu'on possède. Alors quand c'est avec, dans les histoires d'amour, hein, comme je suis beaucoup là-dessus, quand c'est le compagnon, le partenaire, il faut que le partenaire il reste tout le temps là, que ce soit toujours le même goût, la même saveur, et que ça ne parte jamais. Donc dès qu'il y a un deuil à faire, c'est compliqué, puisqu'on a eu un truc qui était génial et on ne va plus le lâcher. Voilà. Donc soit on court derrière quelque chose qui pourrait nous compléter ou nous combler, soit quand on l'a, on ne veut plus lâcher le pompon, on ne veut plus le perdre. Ça y est, c'est ça, cette personne me protège, je suis mariée, j'ai fait une famille, ou je cherche l'âme sœur, je l'ai peut-être trouvée, et maintenant, il ne faut plus jamais que je la perde, collons-nous à elle. Ne perdons pas l'âme sœur. Bon, voilà. Bon. Alors des plans comme ça, ou pareil sur le plan la vie professionnelle, hein, je cherche à atteindre un objectif, une fois que je l'atteins, si je l'atteins, déjà je me prends les pieds, est-ce que je vais l'atteindre, pas l'atteindre, pas l'atteindre. Donc je vais me foutre de l'anxiété pour atteindre mon objectif professionnel, mais c'est comme ça pour tous les objectifs. Et une fois que je l'ai, il ne faut pas que je lâche l'affaire. Si je suis moins bonne, ça y est, si je suis dans un niveau en dessous, je vais me faire engueuler, il faut que je remonte, enfin bon. Donc on se prend les pieds dans les comparaisons avec les autres, dans le fait d'atteindre des objectifs, et je le répète assez souvent, et ça fait partie des problèmes dans des troubles anxieux, c'est plus on a des objectifs à atteindre, quel que soit l'objectif, et plus on est identifié à l'atteinte de l'objectif. Je veux ce truc. Si j'ai ce truc, je serai heureux. C'est sûr et c'est certain. Et c'est sûr et c'est certain. Je serai heureux, je serai comblé, j'aurai le bonheur. Plus on est scotché à l'objectif, et plus on risque d'être malheureux. C'est comme ça qu'on crée notre malheur. Parce que ça nous colle de l'anxiété. Parce qu'on cherche des stratégies pour atteindre l'objectif. Dans l'histoire d'amour, c'est je vais descendre sur le terrain, je vais aller sur les sites de rencontres, je vais essayer de... Bon, pourquoi pas, on peut s'amuser avec tout quand c'est léger. Le problème, c'est quand on s'énerve sur l'objectif, parce qu'on veut absolument atteindre l'objectif et qu'on court dans tous les sens pour atteindre cet objectif, parce que sinon on croit qu'on est mal, on perd l'essentiel qui est je ne veux pas profiter de la vie maintenant parce que je mets en place des stratégies pour aller là-bas alors que je suis là. Donc je m'angoisse sur un truc que j'aurais peut-être pas là-bas. Ça peut être les enfants. Hein. J'ai des femmes qui viennent me voir et qui sont à 2 doigts de ne plus avoir d'enfants. Elles ont 40, 42 ans, je ne sais pas quoi. Bon, elles sont là, urgence, comment je vais faire? Je vais rater ma vie, j'aurai pas d'enfants. Hein. Pareil, objectif famille, objectif couple, objectif promo, objectif gagner de l'argent, objectif santé parfaite, objectif tout ce que tu veux. Dès qu'on a un objectif, on commence à paniquer à l'idée de ne pas y arriver. Donc on se colle de l'anxiété maintenant pour du futur imaginaire qu'on ne sait même pas si on aura le temps de le vivre, si on y arrivera ou pas, parce que si ça se trouve, vous allez sortir d'ici, vous allez tout de suite mourir, vous n'aurez même pas le temps. Non, mais je vous parle comme ça parce que c'est radical. Ce que je fais, je fais souvent un travail de déconstruction qui vous permet de vous remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire, imaginez, plutôt que de vous faire des films en noir, là, sur le et tout et demain, et dans 10 ans, et dans 3 ans, et j'aurai pas ma famille, et j'aurai pas mon couple, et promesse de bonheur, et j'aurai pas la promo que je mérite, et j'aurai jamais réussi ma vie, et Daddy, et j'aurai tout raté, et j'aurai de regrets à la fin de ma vie sur mon lit de mort, moi j'ai pas de regrets, d'accord? Donc imaginez, vous faites des films d'horreur,
Pendant ce temps-là, c'est horrible, vous êtes angoissé, là, dans votre lit, la nuit, c'est vide. La nuit, on rumine plus parce qu'on n'est pas distrait par les actions du jour. Il y a moins de mouvement, donc on a le temps de ruminer à toute allure. Donc ça s'agite là-dedans. Donc vous ruminez, ah, j'ai toujours pas le mec de ma vie, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fous, les autres sont heureux, pas moi, nanana. Bon, ok, prenez le chou, avec l'ex ou avec je sais pas quoi, bon bref. Et vous êtes dans des problématiques orientées futures quand même, orientées si demain j'ai pas ce que je veux, je suis mal. Quelque chose va m'arriver de mal, de mauvais. D'accord? Donc c'est ça l'anxiété, c'est demain le pire va m'arriver, je ne saurais pas faire face. Ça c'est l'anxiété. Hein. Et du coup, bah, vous n'êtes pas du tout présent à ce qui se passe. Vous êtes présent à l'angoisse du futur. Mais pendant ce temps-là, la vie passe. Imaginez, vous sortez de là et vous tombez, je ne sais pas, vous n'avez pas le temps de dire ouf, paf, vous passez de l'autre côté. Est-ce qu'on a le temps de se poser, de se faire des films d'horreur? Beaucoup de choses à foutre quand même. Hein, il vaut mieux vraiment commencer à s'orienter sur qu'est-ce que je peux vivre ici et maintenant, dans mon ressenti qui serait plutôt plaisant, qui me faciliterait la vie et qui mettrait les conditions en place pour que je puisse profiter un maximum, pour que mon enfant intérieur, dit autrement, puisse profiter de ce qui se passe ici, mais qui est réalisable, pas un truc que demain j'aurai peut-être hypothétiquement et que je ne sais même pas si je l'aurai ou pas, et qui m'empêche de profiter maintenant. Voilà. Donc c'est un peu... Tout le monde dit la même chose, je n'ai pas inventé la poudre hein, quand je dis ça. Hein. Tous les enseignements, tous les experts en santé mentale, ils vous disent tous la même chose. On se fourvoie avec le futur et ça nous perd la capacité, la disponibilité d'être présent à ce qui se passe maintenant, qu'on dévalorise. Voilà, la plupart de mes patients, ils font ça. Par exemple, ils sont... en train de faire un truc sympa. Par exemple, ce soir, là, vous êtes avec moi dans une salle, vous m'écoutez, machin, tout ça. Il y a plutôt une bonne ambiance, c'est plutôt sympa, voilà. Ça peut être un moment chouette. Eh bien, si vous êtes branché sur demain, je n'ai pas le compagnon, je vais être célibataire, ça va être une cata, au lieu de profiter de ce qui se passe là, vous êtes déjà plus là, vous êtes déjà dans votre histoire. D'accord? Donc vous pouvez, et vous dévaluez, et vous vous dites dans votre tête, mais si j'avais ma petite copine ou mon petit copain qui serait avec moi dans la salle et avec qui je pourrais partager mon machin, alors tout irait bien. Enfin, je serais comblée, je pourrais profiter. Mais si je n'ai pas ma petite copine ou mon petit copain, mon camarade, mon âme sœur, alors je ne peux rien profiter. Donc vous dévaluez, c'est comme ça qu'on fait, on dévalue le réel parce qu'on se raconte l'histoire que c'est mieux si on était deux, par exemple, pour partager un machin. Du coup, vous ne pouvez jamais profiter de ce qui se passe là, parce que vous êtes toujours dans votre tête, à raconter des histoires. Ça, c'est très important de le voir. Bon, là, je le parle sur la relation amoureuse, parce que je vois ça du matin au soir, je n'entends que ça. Ce matin, mon patient de ce matin était chouchou. Il n'avait même pas 30 ans, et il était là-dedans. Il était alors, je raconte un peu l'histoire, parce que c'est vraiment un exemple illustré de ce que je raconte. Il voulait vraiment s'en sortir en plus. Il me dit, ben, quand il était petit, donc ses parents étaient très branchés sur la sœur, parce que la sœur était malade, d'accord? Donc lui, allant bien, ils ne se sont pas évertués. Bon, il dit, tu te débrouilles, c'est parfait. Bon, donc il s'est senti négligé. Je pense qu'ils n'ont pas fait exprès, les parents ne se sont pas rendus compte que lui, il jouait toujours tout seul dans son coin, faire ses trucs, et il se sentait pas écouté, pas considéré. Les parents ne prenaient pas assez soin de lui, ils étaient tout orientés sur l'autre enfant qui était malade. Bon, alors il était toujours tout seul, donc il s'est senti malheureux, impuissant, il s'ennuyait tout le temps. À l'école, il a sauté de classe, il était surdoué, donc il a sauté de classe, il était toujours avec les grands, personne ne jouait avec lui, il se sentait décalé, bon bref. Donc sentiment de solitude de chez sentiment de solitude, dans le passé. Il arrive à l'âge adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il rêve de s'accoupler, enfin il rêve de la complétude, je ne veux plus jamais être seul, je vais me faire l'âme sœur, là, le plan âme sœur, et c'était la conférence d'avant, c'est pour ça, hein. Vous la retrouverez l'âme sœur. Donc je vais me trouver l'âme sœur, et comme ça je ne serai plus jamais seul, d'accord? Bon, ça c'est le plan. Donc il trouve une âme sœur, là, et puis il colle, et il perd l'âme sœur. Bon, une histoire qui se termine mal, un classique du genre. Hein, bon. Et là, il n'en peut plus. Dépendance affective, il n'arrive pas à faire le deuil, il se prend les pieds dans la... Ça y est, je suis seule, mais comment vais-je faire? Mais je ne supporte pas d'être seule, et que vais-je devenir? Voilà, le trouble anxieux qui apparaît. Et que vais-je devenir? Et que vais-je devenir? Et alors là, il se met plus bactère. Bon, un classique du genre. Il arrive en consultation comme ça. Moi, je dis, il faut travailler sur le vide affectif et la peur de la solitude. Et archiver le traumatisme du passé, parce que le pire, ce que je disais au début, est dans le passé. Ce que tu as vécu de pire, c'est-à-dire d'être vraiment seul et de jouer à tes jouets tout seul, d'être à la cour de récré tout seul,
de n'avoir que quelques adultes ou quelques autres humains qui s'intéressaient à toi et si peu, ben ça c'est dans le passé. Et quand tu es petit, c'est grave parce que quand tu es petit, tu as vraiment besoin qu'on prenne soin de toi. Alors que là, quand tu es adulte, tu peux beaucoup plus facilement, tu as des compétences pour tolérer la frustration de ne pas être avec des camarades tout le temps, ni avec une âme sœur. Ça, c'est les adultes, ils ont beaucoup plus de compétences à gérer la solitude que les enfants. Hein. D'accord. Donc, et même à jouer à des jeux tout seul, ou à s'amuser avec tout ce qu'il trouve. Et dans cette histoire, je vais terminer avec ça, parce qu'il avait quand même des troubles anxieux. Il avait vraiment envie de travailler sur la peur de la solitude, d'arrêter de se faire des films je vais faire finir tout seul, c'est la cata, que vais-je devenir, mon Dieu, vite une autre. Et donc il avait envie d'arrêter ce truc, cette forme de malédiction, de solitude détresse, en solitude pleine, et de travailler avec moi sur le vide affectif. Il arrive là-dessus. Et on fait ce matin, d'ailleurs c'était marrant, c'était ce matin, je dis bon ok, comment tu veux travailler sur cette solitude détresse? Alors il me dit j'ai trouvé un truc, bon c'est quoi ton truc? Ah, voilà, je veux me mettre pendant 3 semaines, j'ai décidé, je m'isole, je me mets tout seul, je sors de ma coloc et je vais rester tout seul, voilà, je vais vérifier tout seul dans l'expérience. Je vais faire une retraite tout seul et je vais méditer toute la journée. Je vais aller, je ne sais pas quoi, ramasser de l'herbe, enfin bon, mettre dans la nature, faire de la méditation en marchant, enfin des trucs assez straight, tu vois. Je vais faire seul et je vais y arriver, je vais retrousser mes manches. C'est le mec, allez, on se met là, on va y arriver. Bon, je vais dépasser, je vais me prouver, seul, je vais y arriver. Alors bon, ça, je l'ai vu arriver, j'ai dit... c'est peut-être pas... Parce que quand on veut dépasser un trouble anxieux, parce que ça lui colle une anxiété d'être seul quand même. Et à l'idée d'être seul plus tard, il est complètement... il panique, quoi. Alors je lui dis, je me suis dit, mal barré. Parce que ça, c'est un truc staccanoviste, quoi. C'est genre, allez, on retrouve, allez, hop, allez, à la schlag, quoi. Allez, vas-y, allez, tu vas te mettre tout seul, tu vas te dépasser, tu vas forcer tes limites, tu vas te trépasser, tu vas prouver... on ne travaille pas du tout comme ça avec les troubles anxieux. Hein. Je me rappelle, les gens qui ont très peur de quelque chose, on travaille, quand on s'y connaît, avec la titration, c'est-à-dire avec beaucoup de petits pas, et en plaçant les conditions pour qu'il y ait un maximum de douceur, de bienveillance, de plaisir, d'autocompassion, et pas du tout à la schlag. Quand on va dans le côté straight, en général, c'est une part de nous qu'on appelle le parent persécuteur. Il faut que tu y arrives, mais qu'est-ce que tu fous? On parle à l'enfant. Mais alors, tu te réveilles, toi? T'as fini de pleurer sur ton sang? Arrête de chouiner, toi, là-bas. En parlant à notre enfant intérieur. Ça ne marche pas du tout comme ça. Hein. C'est pas du tout comme ça qu'on opère des changements. Hein. C'est vraiment avec le contenant, avec l'écoute, avec le plaisir. Je lui dis, il faut travailler avec le plaisir plutôt que de travailler en forçant le système comme ça. Bon, alors je fais une interview de son enfant intérieur. Hein. Souvent, c'est intéressant de faire une interview de la part enfant et de voir un peu ce qui se passe. Et donc, aucune possibilité chez lui d'être spontané, de jouer, de s'amuser, de rigoler avec, je sais pas, n'importe quoi. On peut jouer avec n'importe quoi. On peut être, voilà. Les enfants, ils jouent avec une brindille, ils jouent avec n'importe quoi, d'accord? Un adulte qui a été dressé ne sait plus jouer, ne sait plus permettre à sa part enfant de s'exprimer, de jouer, de s'amuser avec tout et n'importe quoi de ce qu'il trouve maintenant. Voilà. Donc en fait, ne sachant plus s'amuser avec ce qui est, il était toujours, c'était ça son problème, dans l'idée que s'il trouve une âme sœur, une compagne, alors il ne serait plus jamais seul. Et c'était donc une idée fixe. Je vous donne ce cas à illustrer parce que c'est d'un classique. Mais d'un classique, soit je ne me sens pas assez protégée, je n'ai pas été assez protégée, donc je cherche à travers le couple à me sentir protégée par un autre, soit je cherche à me sentir animée, vivant, plus jamais seul, vivant avec quelqu'un avec qui je peux partager parce que je souffre d'une solitude, je ne sais pas m'amuser avec ce qui est là, quoi. Je ne sais pas profiter de ce qui est là, je ne sais même pas de quoi j'ai envie. Donc si quelqu'un me prend par la main, il va me permettre de sentir la vie parce qu'il me prend par la main. Mais moi, je ne sais plus faire ce que j'aime ici maintenant, quoi. Vous voyez, l'enfant spontané n'était pas aux commandes. Donc c'est tout un travail de réhabilitation, de permission. Tu as le droit de t'amuser, tu as le droit de profiter quand tu fais une chose et de vraiment de profiter de ce qui se passe maintenant et de ressentir pleinement ce que tu sens
plutôt que de te faire des films d'horreur, des films anxieux, sur si j'ai pas, je vais me faire abandonner, je me suis fait abandonner, et si on m'abandonne, ça va être la cata. C'était ça son truc. Hein. Donc là, on voit comment on travaille avec l'autre t'abandonne, mais moi, je ne m'abandonne pas. Et je vois, mais comment, mais le démarrage, je ne voudrais pas trop vous embarquer dans des trucs compliqués, mais le démarrage, c'est je vois comment je me raconte une histoire, j'ai besoin de faire couple, de m'accoupler, j'ai besoin de faire famille, j'ai besoin d'atteindre des objectifs X, Y, Z, parce que je veux échapper, ici la solitude détresse, le manque, le sentiment d'inaccomplissement, le sentiment d'être incomplet, voilà. Et en général, c'est des trucs qui ont été vécus costauds dans l'enfance, et qui, en tant qu'adulte, normalement, est beaucoup plus gérable, parce que nous, les adultes, on a des compétences pour tisser des liens, pour s'amuser avec ce qui est, pour se faire du bien, etc. Les enfants, ils ont très peu de... Ils dépendent des adultes, hein, donc, pour qu'on prenne soin. Donc voilà, donc c'était pour vous dire un peu comment on se fout le bourdon tout seul, comment on n'est pas en contact avec nos ressentis et notre enfant intérieur, comment on ne sait pas profiter de ce qui est là, parce que notre mental nous guide toujours sur... Si j'ai ça, ça sera promesse de bonheur. Si je ne l'ai pas, je rate quelque chose d'exceptionnel. Et c'est comme ça qu'on rumine, qu'on se fout de l'anxiété. Alors, l'anxiété, donc je reviens, c'est souvent la peur que quelque chose de mauvais va arriver. Donc, souvent, il y a de l'inquiétude et des ruminations. Ceux qui sont anxieux, vous savez qu'il y a des obsessions. C'est obsessif, vous avez toujours la même pensée. Et si je ne trouve pas, gna gna gna, que vais-je devenir? Donc, c'est une pensée en boucle un peu, hein. Et en général, on n'a pas le contrôle sur nos pensées. Le problème, c'est ça. C'est que vous voyez que c'est obsessif. Alors, soit c'est je vais rater mon truc, soit je vais passer à côté de mon truc, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez que c'est obsessif, vous trouvez c'est débile, mais vous n'arrivez pas à vous débarrasser du truc. Et ce n'est pas en vous disant, mais c'est débile, hors de moi cette pensée, lâche-moi la basket, qu'elle s'en va. Parce que plus on veut qu'elle s'en aille, et plus elle reste, en fait, hein, plus c'est obsessif. D'accord ? C'est parce qu'on met notre attention dessus. Déjà, on croit que c'est vrai qu'il nous faut ce truc-là pour être heureux, et qu'on imagine le pire, que si on ne l'a pas, on va être malheureux. Donc on est sûr que c'est vrai, déjà, donc on se met le focus dessus, sur l'histoire, ce qui colle des sensations et des émotions. Et en plus, on se dit, c'est débile cette pensée. Si je pense à mon ex, c'est débile, il n'est plus là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de mon ex? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Je m'en fous, il n'est plus dans ma vie. D'accord? Sauf qu'il n'arrête pas de venir, l'autre. Parce que il y avait eu des bons moments, machin, tout ça, bon bref. Donc il avait nourri certains de mes besoins, donc il vient interférer. Mais plus je veux m'en débarrasser, moi je m'en débarrasse. Donc on ne lutte pas contre les pensées qui surgissent malgré nous, parce que nous les humains, on a des pensées qui surgissent. On n'a pas le temps de dire ouf, hein, les pensées surgissent à travers nous sans qu'on les contrôle, sans qu'on les décide. Ça c'est important de savoir. Si vous commencez à vous dire, mais quelle sera ma prochaine pensée ? Vous commencez à bugger, parce que vous ne pouvez pas savoir quelle sera votre prochaine pensée. Impossible. La pensée surgit à travers vous, et c'est là où vous mettez votre attention que ça surgit. Donc si vous buguez sur, je ne sais pas quoi, les films d'amour inachevés, que vous avez perdu l'âme sœur, eh ben, vous allez vous faire, voilà, faire un espèce de tournus là-dessus, et vous allez bugger là-dessus. Okay. Bon, donc ça colle des ruminations et des obsessions. Dans l'anxiété, il y a aussi souvent de la tristesse, de la peur de perdre ou de la perte dans le passé. J'ai perdu ou je vais perdre. Hein, voilà. Il peut y avoir de la colère aussi. La colère qui est je suis frustrée, mais j'ose pas le dire. Mais par exemple, je suis en couple et j'ai peur de perdre, j'ai peur que je suis jalouse et je perds que l'autre il parte voir une autre. Mais je ne vais pas lui dire parce qu'il en a marre que je suis jalouse, donc je vais prendre sur moi, mais je suis vraiment fâchée, mais j'ose pas lui dire que je suis fâchée, enfin bon, des plans comme ça, d'accord? Donc il peut y avoir de la frustration et de la colère stockée, parce que je n'ai pas le droit de balancer tout, sinon ça va être une cata. Donc je garde, et c'est encore pire, parce que l'anxiété, c'est un cumul souvent de peur, d'inquiétude, mais aussi de colère, de frustration, c'est un cumul de plein de trucs, ça fait un gros paquet. Voilà. Et souvent, il y a aussi de la honte et de la culpabilité, ce que je viens de dire. En plus, j'ai honte d'être comme ça, d'avoir des idées débiles, et j'ai honte de l'exprimer parce qu'on va me prendre pour une folle dingue. Et pour une neuneu qui tourne en rond dans ses conneries, alors que bien souvent, quand on a de l'anxiété, on sait que ce qu'on se raconte, c'est un peu faux, quoi.
On sait qu'on a un biais, la plupart des gens savent qu'ils ont un biais catastrophe, hein. Un pessimisme, ils ont des visions d'horreur qui dramatisent, ils savent que c'est faux. La plupart savent que c'est faux. Si vous ne savez pas que c'est faux, alors là, vous êtes vraiment dans la méconnaissance, là, vous êtes grave. Mais en général, vous avez souvent, la plupart des anxieux, ils se connaissent et ils savent qu'ils délirent sur un truc fou. Par exemple, moi, quand j'ai un truc déliant, c'est j'ai mal quelque part, j'ai mal au ventre, je me dis, ah, ça va s'aggraver. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Tout ce que je sais, si ça va s'aggraver ou ça va passer, j'en sais rien. Mais non, mais ça va s'aggraver, ça va s'aggraver. Voilà, le truc. Donc, voilà, c'est un peu le truc. Et il y a la honte et la culpabilité de dire, mais attends, mais c'est débile ce truc, pourquoi je me raconte cette histoire, qu'est-ce qui me passe par la tête? Voilà. Et l'impuissance, hein, donc je rappelle, peur, inquiétude, tristesse, colère, honte, culpabilité, et impuissance qui peut aller jusqu'au figement. Dans les attaques de panique, hein, on voit le vortex traumatique qui passe de l'émotion de l'inquiétude, ça monte dans l'orthosympathique et ça se termine en figement. Voilà. Absence, déconnexion, impuissance, figement. Donc c'est un peu le drame, hein. C'est très désagréable et inconfortable. Le plus souvent, ça c'est un circuit, hein, un circuit chimique, hein, c'est un circuit biologique, le circuit de l'anxiété. Je rappelle que c'est orienté sur la survie de l'espèce. Donc l'amygdale qui est derrière, c'est pas les amygdales, hein, c'est une amygdale s'active, qui est un système d'alerte. Le système orthosympathique dans le système nerveux, c'est l'accélérateur s'active, qui libère de l'adrénaline, accélération du rythme cardiaque, vigilance accrue. C'est comme si vous étiez la gazelle en train de vous dire attends, je fuis ou j'attaque. Bon, voilà. Et voilà, donc ça donne les réactions flight and fight, c'est-à-dire fuite ou attaque, ou figement. Mais l'idée, c'est de se préparer au danger, faire face au danger. Sauf que nous, si je vais finir seul demain, on se raconte n'importe quoi, il n'y a pas de danger à finir seul de toute façon. Mais on se fout les jetons en s'angoissant maintenant comme s'il y avait un danger de mort. Voilà. C'est le problème de l'imaginaire. Voilà. Et donc, le truc, vous avez compris qu'il va falloir vous poser la question quand vous êtes dans l'anxiété, est-ce que le danger que j'imagine est réel? En général, non. Il y a très peu de chances que ce soit réel. C'est souvent imaginaire, hypothétique, balancé dans le futur. Et ce n'est pas dangereux pour votre vie. Vous n'allez pas mourir si vous n'avez pas le compagnon schtroumpf à la fin de votre vie, même dans 2 ans, dans 6 mois, il ne va rien se passer, hein. Vous n'êtes pas en danger de mort. Vous n'êtes pas en danger de mort si vous ne réussissez pas votre prise de parole en public. Bon, ok, on va peut-être vous lancer des tomates, mais il n'y a pas de drame, en fait, il n'y a pas de gravité spécifique. Vous n'allez pas mourir de ça. Voilà, mais on a tendance à vouloir réussir des trucs comme étant promesse de bonheur, et on se fout le bourdon, on a peur de ne pas être à la hauteur, et donc on se met des enjeux de ouf pour atteindre des trucs. Ça, c'est ce que j'ai dit, et c'est comme ça qu'on va mal, en fait, hein. Voilà, donc la question que vous pouvez vous poser quand vous avez de l'anxiété, c'est le récit que vous donnez. Donc, moi, je cherche toujours à décortiquer la séquence. Tu commences par te dire quoi quand tu sens ça? Quand tu sens l'émotion de la peur qui va, ou de la colère, ou de la tristesse, ou de la culpabilité, qui va avec l'oppression, l'envie de fuir et de combattre, parce que ça, c'est l'émotion et la sensation. Quand tu as cette sensation, ou la sensation du vide affectif, etc., quelle est la pensée qui va avec? Parce qu'en général, on peut avoir un peu plus le contrôle sur la pensée, pas qui surgit, mais la pensée à T+1, une fois qu'on l'a vue, pour arrêter d'y croire. Qu'est-ce que tu te racontes comme histoire par-dessus? Donc, est-ce que ce danger est réel? Est-ce que je peux agir dessus ou pas? Et voilà. Et quand l'anxiété grimpe, en général, le raisonnement, vous le savez, hein, le cortex préfrontal, qui est l'accessibilité au raisonnement, perd le contrôle, vous ne raisonnez plus du tout. C'est fini, il n'y a plus qu'un débordement émotionnel, et ça panique, ça perd pied, et sentiment de perdre le contrôle. Alors, ce n'est pas quand on est dans des moments de crise qu'on apprend à naviguer. Donc, quand vous êtes débordé par l'anxiété, là, on fait de son mieux, on fait ce qu'on peut. On place une petite ressource pour diminuer, laisser passer la vague. Faites une petite musique, petit machin. Enfin, faites un petit truc qui permet d'atténuer un peu le schtroumpf, mais vous ne trouverez rien de miraculeux. Parce que quand on est déjà monté trop dans l'anxiété, quand on est en crise, il faut laisser passer la crise, en fait.
Ça ne va pas durer, hein, mais voilà, notamment pour les attaques de panique ou les troubles phobiques, à un moment donné, ça va s'arrêter. Le problème des troubles phobiques, c'est que ça crée l'évitement, c'est-à-dire je vais éviter la situation de plus en plus. Par exemple, j'ai eu un accident de voiture, donc je vais éviter d'aller sur la route, là où j'ai eu l'accident, puis après je vais éviter de prendre la voiture, puis après je vais rester chez moi. Donc ça crée des problématiques d'évitement, ce qui ne règle absolument pas, hein, d'où les thérapies comportementales et cognitives de dernière vague sont assez bonnes pour travailler là-dessus, si vous avez sur des trucs un peu précis, ou les phobies araignées, ou les phobies de la voiture, ou les phobies de l'avion, les trucs comme ça. Bon, voilà, donc il y a quand même des thérapies qui sont quand même bien amorcées. Maintenant, quand vous êtes en crise même, c'est pas là où on apprend à naviguer, c'est pas là, dans la tempête, qu'on apprend à naviguer, on apprend quand la mer est calme. Donc vous pouvez commencer à reprendre un peu le sentiment d'avoir le contrôle, quand vous êtes un peu redescendu des états anxieux débordants, hein, et de voir après la séquence qui s'est produite. Qu'est-ce que je me suis raconté quand j'ai commencé à monter dans les tours? Et, voilà. Et là, on peut commencer à se dire peut-être que je me raconte des conneries et voir que je peux commencer à me raconter autre chose. Voilà. Donc, parce que sinon, je rappelle qu'on ne peut pas rationaliser quand on est très débordé par les émotions. C'est juste à ce moment-là, ce n'est pas possible. Donc on ne fait rien, on ne cherche pas à rationaliser, on a de la confiture de pensée à ce moment-là. Quand on est vraiment dans l'anxiété très haut, on pense faux, on pense mal, on veut juste se débarrasser du truc, on lutte contre ce qui est là, et plus on lutte contre, et plus ça augmente. Donc le seul travail possible, c'est déjà d'accueillir cette affaire de débordement émotionnel, même si c'est très inconfortable, et de se dire, bah oui, les humains fonctionnent ainsi. Tous les humains ont de l'anxiété, on est tous basés sur la peur et la survie, certains plus ou moins, certains ont beaucoup d'anxiété, d'autres moins. Donc vous pouvez vous relier aux autres humains qui vivent des machins comme ça de temps en temps, et c'est ainsi. Oui, c'est vrai, ça, c'est un travail sur l'accueil. Accueillir ce qui est, accueillir ces débordements en disant, bah, j'ai pas la main là-dessus, c'est très inconfortable, c'est vraiment pénible, mais ça va passer. La preuve, vous êtes là, donc c'est que c'est passé. Vous avez déjà vécu des moments horribles, mais la preuve, c'est passé, c'est ce qui est vrai. Donc voilà. Donc c'est important des fois de se rappeler, oui, bon bah je suis hyper mal, alors des fois vous pouvez appeler la copine, hein, placer une ressource. Allô, allô, je suis au 3e dessous, je suis hyper angoissée. Donc ça aide, parce que quelqu'un qui est en lien avec vous à ce moment-là et qui écoute, c'est un contenant pour que vous puissiez décharger le trop-plein d'émotions. Ça ne règle pas, hein, c'est juste quelqu'un qui est en lien, c'est une ressource. Bon, mais vous allez de toute façon passer la vague. D'accord ? Mais c'est vrai que quand on est au sommet de la vague, trouver des astuces, des trucs qui vous aident un peu, ça peut être appeler la copine, appeler SOS Amitié, écrire, mettre une musique, écouter une conférence à moi. Il y en a qui me disent ça, ils s'endorment en m'écoutant parce que dans la nuit ils sont angoissés, donc ils m'écoutent et après ça les endort. Je suis une ressource, là. Bon, chacun, en fait, on fait un truc qui fonctionne, c'est fonctionnel. On ne cherche pas à faire des miracles, on s'aide à faire un truc qui fonctionne à peu près quand on est en mouse débordé. Alors ça ne reste pas comme ça. Et après, en thérapie, on travaille quand on est moins à froid. Mais qu'est-ce que je me suis raconté pour me faire peur sur le futur? Voilà. On redevient plus rationnel quand on redescend. Hein. Heureusement. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que cherche l'organisme? Tout le temps, la sécurité. On cherche la sécurité tout le temps. On ne cherche pas l'excitation, on cherche le calme, on cherche la sécurité. Au fond, on cherche la paix, on cherche la sécurité, le calme. On ne cherche pas les machins excitatoires de dingue. Ça, c'est pas vrai. Mais pour aller au calme, souvent, il faut passer par l'excitation, par le vibrant, le vivant, l'extraordinaire. Le fun, le je sais pas quoi. Voilà. Mais derrière, on cherche toujours le calme, on cherche la sécurité. Et ça, c'est intéressant de voir que si vous cherchez à gérer vos troubles anxieux, il faut avoir ça en tête, que même si vous êtes exciting, si vous êtes très affairé sur des machins qui vous excitent, dans tous les sens, eh bien pour diminuer l'anxiété, il va falloir augmenter une stabilité de l'organisme. Et la stabilité, c'est regarder, vous cherchez plus le calme que l'excitation. Même si vous croyez que c'est l'excitation qui vous fait du bien, en fait, au fond, vous cherchez la sécurité, le calme.
c'est pour ça que je travaille sur comment trouver une manière de vivre en équilibre, parce que c'est parce qu'on trouve un peu un équilibre de vie quelque part qu'on stabilise l'organisme, et en stabilisant l'organisme et le système nerveux, on trouve un sentiment de sécurité plus grand en soi. Et du coup, on a plus de vitalité, de joie de vivre et moins de troubles anxieux. Parce que le problème, c'est que quand on n'arrive pas à trouver cette vie équilibrée, quoi, cette sensation de stabilité interne, eh ben, on croit que l'autre va nous sauver la vie, que quelqu'un va nous sécuriser, qu'un métier va nous sécuriser, qu'une famille va nous sécuriser, que nos enfants vont nous combler. Enfin, on se raconte des tas de conneries. Parce que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes responsables de notre équilibre, nous sommes responsables de nous-mêmes, de nous protéger, de nous faire une vie, de répondre à nos besoins, de nous faire une vie sympa. Et si on s'excite sur plein de trucs, si on court après plein de trucs, on aggrave notre cas, c'est-à-dire on s'instabilise au lieu de se stabiliser. On croit à des chimères. Donc on ne va pas dans la bonne direction et on prend cher. D'où, c'est pour ça que s'exciter et s'agiter, pour moi, c'est un peu deux mêmes mots. Je les mets dans le même vocabulaire. S'exciter sur plein de trucs, s'agiter sur plein de trucs, c'est bien, mais il faut un accélérateur et un frein. L'accélérateur, c'est je m'excite sur un truc. Le frein, c'est je ralentis, je freine, je me repose, je me détends, je joue avec la brindille, tout va bien. Je suis la gazelle, je broute, je suis la vache, je broute dans le pré, pas de prédateur, tout va bien. Voilà, je savoure ce qui est là. Et ceux qui s'excitent trop et qui s'agitent trop sur des objectifs, en général, ils s'instabilisent, ils dérégulent leur système nerveux, dit autrement. Et en dérégulant, on cherche à trouver quelqu'un qui va nous secourir, ou qui va nous protéger, ou qui va nous ramener un sentiment de sécurité. Et ça, c'est un cauchemar. C'est vraiment, c'est une direction fausse. C'est vraiment l'impasse, c'est le mur, ça. Voilà. Donc voilà. Comment on dit à son cerveau qu'il n'y a pas de danger, puisque quand on est vraiment anxieux, il y a le système d'alerte, l'hypervigilance, souvent chronique d'ailleurs. Hein. Je suis anxieux, donc j'ai peur, demain, nanana, la catastrophe va m'arriver, etc. Comment on dit? Alors, le cerveau ne parle pas en français, il ne connaît pas le langage. Si vous lui dites « arrête d'avoir peur, c'est débile, il n'y a pas de raison d'avoir peur », eh bien ça ne marche pas. Parce qu'il ne parle pas le français, ou il ne parle pas l'anglais, ou il ne parle pas le langage, il ne comprend pas le langage. Alors ça c'est bien, je vous donne l'info. Notre système nerveux fonctionne avec les sensations, les images ou les actions. Donc, plutôt que de vous parler en mode alors arrête d'avoir peur, tu te racontes des cracks, non. Soit vous changez la sensation, vous mettez une sensation agréable, un peu agréable ou moins désagréable, c'est-à-dire placer une ressource qui fait que vous dézoomez un peu de la peur ou de l'idée que vous faites que de la peur demain. D'accord ? Donc c'est placer une ressource, une condition qui, souvent en somatic experiencing, qui est une thérapie que j'aime beaucoup, que j'utilise des fois, qui est un travail sur les traumatismes, une thérapie des traumatismes, on disait comme ça, voilà, vous avez ici des palpitations, sentiment d'oppression, là, vous sentez que l'énergie part vers le haut, donc ça c'est l'anxiété. Hein. Donc on met notre attention spécifiquement sur un endroit à côté qui est neutre ou qui est calme, ou qui est neutre, ou qui n'est pas activé, on va dire. Hein. L'anxiété, c'est de l'activation, donc c'est de l'orthosympathique. On cherche à ramener le système à l'homéostasie, c'est-à-dire au calme, au parasympathique, c'est-à-dire ce qui ralentit. Donc, on dézoome, on ne met pas notre attention là où ça monte, ça s'active, on met notre attention juste à côté, par exemple, là où c'est un peu tranquille, ou dans les pieds, là où il y a quelque chose qui relâche, là où on sent l'enracinement. Voilà. Donc, en mettant l'attention un peu ailleurs, ça ne va pas faire partir la sensation d'anxiété, d'oppression, mais ça va commencer à la faire diminuer un peu parce qu'on dézoome. Parce qu'en général, l'anxiété, on surzoome. On focalise sur un point, sur la pensée un peu débile, là, demain il va m'arriver un truc catastrophe, ça va s'aggraver, et sur la sensation qui est déplaisante. Donc on surzoome, et nous, ce qu'on nous dit, enfin ce qu'on nous apprend de faire, c'est on vous dit de dézoomer. Donc le système va comprendre, le cerveau comprend en sensation, en action et en images. Donc soit vous trouvez des images
agréable, changez vos imaginaires, hein, créez-vous des imageries mentales différentes. Soit vous mettez votre corps en action, souvent ça marche. Le fait de remettre du mouvement dans le système diminue l'anxiété. Moi, je suis énormément sportive parce que j'ai de l'anxiété. Bon, je ne fais pas du sport à outrance parce que, évidemment, je ne cherche pas à dépasser les limites. Mais pour une hygiène de vie, je fais du sport. Et c'est sûr que quand je me remets dans le mouvement, ça diminue l'anxiété. C'est connu, hein, c'est pas un truc... tous les experts en santé mentale, ils vous le disent. Hein, faites du sport régulièrement. Pour les gens qui ont de l'anxiété, ça va direct entre le circuit des endorphines, etc., et le fait de se remettre en mouvement. C'est sûr que ça fait diminuer d'autant l'anxiété. Ça ne résout pas tout, mais c'est des astuces. Donc, se remettre en action, remettre le corps en mouvement, sans s'agiter, mais remettre du mouvement, sensation, action, image. Donc ça, c'est des trucs qui vont diminuer un peu les troubles anxieux. Et donc, ça va vous faire prendre confiance en vos appuis internes pour retrouver un sentiment de sécurité interne. Ça passe par moi. Ça dépend de moi, ce n'est pas l'autre qui va me sauver la vie, même si quand on a très peur, on se retrouve tout petit, on se dit « Qui va me sauver la vie? Je ne veux pas être seule. Qui peut être là pour moi à ce moment-là » Parce qu'on se retrouve tout petit en fait, hein, quand on a très peur. C'est normal, puisqu'on cherche la sécurité, et quand on est petit, on cherche la sécurité par les grands. Donc quand on a très peur, vous revenez à ce tout petit qui gouverne et qui dit « Mais... » Donc on a le sentiment de ne pas avoir le contrôle en plus, qu'on dépend des autres. D'où l'intérêt de placer des ressources que vous trouvez qui sont les vôtres pour petit à petit reprendre confiance en vous en disant mais c'est moi qui ai la main, c'est moi qui me protège, c'est moi qui trouve des astuces pour me faciliter la vie, pour diminuer un peu cette anxiété et ça va passer et ça passe en fait. Est-ce que ça va, c'est clair ce que je dis? Oui. Bon, c'est bien. Alors après, je vais développer ce truc je continue de développer sur les problèmes d'incomplétude, parce que très souvent, la souffrance, elle est là-dessus. Hein. Très souvent, je vais me sentir complet, donc je vais me coller des troubles anxieux à l'idée, avec la stratégie de la relation amoureuse, je ne serai plus jamais seule. Je ne me rends pas compte que c'est une stratégie. Hein. La plupart des gens, c'est que moi, j'arrête pas de leur dire, mais c'est une stratégie, le couple ou la famille, faire des enfants, machin. C'est une stratégie pour pas être seul. Essayez de remarquer ça. Essayez d'être clair avec ça. C'est pas je vais partager, je serai heureux. C'est pour pas être seul, c'est pour fuir la solitude. Et pourquoi vous cherchez à fuir la solitude? Parce que vous ne vous sentez pas complet. Vous vous sentez en insécurité d'être seul. Voilà. Bon. Donc du coup, pas tous, hein, mais la plupart des gens qui ont ce truc des troubles anxieux sur l'incomplétude cherchent à se compléter par un autre. Évidemment, ce n'est pas une bonne idée. C'est une idée fixe. Ou alors se dire, il me faut de la passion, je me sens vibrer que si et seulement si il y a quelqu'un dans ma vie. S'il y a quelqu'un dans ma vie, je me sens vibrer, j'ai de la passion. S'il n'y a personne, je me sens creux, plat-plat, plan-plan, plou-plou. Il n'y a rien qui me fait... C'est un peu fadasse, quoi. Voilà. Donc c'est important aussi de voir que ça c'est faux. C'est complètement faux. Donc c'est important de voir la teneur de nos croyances, qui sont des a priori que je me fais, que dans la vie, pour aller bien, il faut que je m'accouple, il faut que je me complète par un autre, il faut que je me fasse vibrer par la passion, par la sensualité ou la sexualité débordante, etc. Et qu'il n'y a que comme ça que je vais vivre une passion et donc ça va me porter, me transporter, me supporter. Bon, là, vous vous agitez inutilement, ça va vous instabiliser, vous coller des troubles anxieux. C'est comme ça qu'on se colle des troubles anxieux tout seul, en fait. Hein. C'est comment se faire du mal en 10 leçons, on fait des plans comme ça, et comme ça on prend cher. Après on comprend, on se dit, mais je suis parti loin. Voilà. Donc, quand on se raconte ces histoires-là, je me sens vibrer que si j'ai quelqu'un que j'aime et qui m'aime, il me faut de la passion parce que sinon ma vie est plouf-plouf. Ben voilà. Donc là, vous allez prendre des troubles anxieux ou de la dépression aux fesses. Là, vous allez être mal, ça c'est sûr. Tout ça pour échapper au vide ou à l'insatisfaction. Alors ça, c'est au rayon amour. Au rayon spiritualité, il y en a qui cherchent l'éveil, donc ils sont toujours insatisfaits, c'est pareil. Hein. Un jour, je serai libérée en étant un éveillé, et donc un jour, j'irai là-bas. Donc tant que je n'ai pas ce truc là-bas, alors je suis insatisfait chronique, et je cherche, ce qui a toujours été là. Donc c'est pareil pour les histoires d'amour, je cherche, un truc qui
La complétude, elle a toujours été là. Voilà, donc faire avec le sentiment d'insatisfaction, je pense qu'il n'y a pas le choix. Je pense qu'il faut vraiment accepter qu'on ne sera jamais complet et que c'est ça la complétude, c'est de dire oui à l'incomplétude. Ça, c'est un peu le truc. Ting. Alors, j'accepte d'être incomplet, je suis d'accord d'être incomplet, d'avoir des moments d'incomplétude et de vide. Je n'en finirai jamais avec ça. Ça ne passera jamais vraiment. La seule manière de gérer un peu ça, c'est d'accepter ce truc-là. C'est de dire, je suis un humain, je vais faire avec. Ça ne va pas se guérir, ça ne va pas s'en aller avec ses petites ailes. Un jour, mon prince viendra et plus jamais. Un jour, l'éveil viendra et plus jamais j'aurai de problème. Un jour, plus jamais, rien du tout. Non, j'aurai toujours des inconforts. On est dans la dualité, donc vous aurez toujours des moments un peu pénibles, quoi. Un peu creux, un peu plat-plat, un peu dur, un peu je sais pas quoi. Mais on s'aggrave beaucoup en se racontant un jour je serai libérée, un jour je n'aurai plus ça. C'est comme ça qu'on s'aggrave en fait. Donc faire avec l'incomplétude, accepter le vide par exemple, pas le vide abyssal mais le vide, accepter des moments de solitude, c'est la grâce. Ça veut dire que je fais avec l'ici et maintenant, je fais avec ce qui est au lieu de faire avec ce qui n'est pas, qui devrait être, et que là je vais commencer à me coller des troubles anxieux dans l'imaginaire, dans le futur, parce que je vais commencer à me faire un imaginaire. Si j'ai ça, je serai heureux. Je veux le bonheur. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui se prennent les pieds dans les machins du bonheur, parce que tout le monde veut le bonheur, et tout le monde se prend le chou avec ça. En ayant la stratégie Schtroumpf, je vais être heureux, j'aurai le bonheur. Voilà. Et alors le bonheur, il est juste ici. Tu passes à côté, parce que c'est juste maintenant, y compris dans des moments d'inconfort. Mais tu te colles des moments encore plus inconfortables et encore plus douloureux en voulant ton bonheur demain, par la stratégie Schtroumpf. Alors ça, quand tu as pigé ce truc-là, c'est incroyable. C'est un truc qui se calme. Alors ça ne se calme pas complètement parce que le bordel, ça va revenir, mais ça se calme un peu. Donc les troubles anxieux, ils diminuent. Tu as pigé un truc là. Tu as pigé qu'il fallait arrêter de chercher le parfait, l'absolu, l'âme sœur pour toujours, la complétude machin, le métier qui va me faire tout réussir, le public qui va m'applaudir tout le temps, la reconnaissance, la valorisation, l'amour des autres, je sais pas quoi, un truc, je sais pas quoi, que je vais miroiter là-bas. Bon. Alors ça c'est bien quand on est petit, on croit au Père Noël, mais quand on est des adultes, c'est bien d'arrêter de croire au Père Noël. On a autre chose à foutre. Donc c'est plutôt, ce qui est important, ça va être de vivre, en vérité, ça c'est une chose parce qu'on se dépouille des tas de masques et des machins, et deux, d'être dans vraiment le plus ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est y compris être en contact avec la rêverie qu'un jour j'aurai le bonheur, hein, et que je l'aurai peut-être pas. Donc, mais c'est ça ici et maintenant. Voilà. Et ici et maintenant, c'est surtout le ressenti. C'est de quoi je peux profiter maintenant qui me rendrait la vie belle. Voilà. Donc la souffrance, c'est ça. L'anxiété, c'est ça. Hein. Je serai complet dans le futur. Un jour, je serai adapté au groupe auquel j'appartiens, à mon travail, à mes collègues, à la société. Quand les gens me comprendront enfin et m'approuveront pour ce que je fais, je serai heureux. C'est machin du bonheur. Un jour, quand j'aurai réalisé ma mission de vie, alors ça c'est très New Age, c'est très à la mode, je vais trouver ma mission de vie, et un jour quand je l'aurai, je serai enfin libéré, enfin heureux, enfin accompli, enfin machin. Alors, vous n'êtes jamais là, hein. Vous êtes toujours là-bas. Quand mon corps serait parfait, alors ça j'en ai plein des nanas qui passent me voir, mais j'ai pas le corps que je veux, je vais vieillir, mais comment je vais faire? Je vais plus plaire, ma cote va passer sur le marché de l'amour. Bah oui c'est vrai, mais accepte-le. Au lieu de te raconter des mais ça c'est la réalité. Donc qu'est-ce que tu te prends la tête avec ce corps parfait? De toute façon, tout le monde va se dégrader, ton corps il va se dégrader, que tu le fasses 3 tonnes de chirurgie esthétique ou pas. Moi je parle comme ça des fois. Je leur dis tu vas faire 3 tonnes de chirurgie esthétique. Bon, si ça te fait plaisir, pourquoi pas, ça te coûte une blinde. Alors tu peux prendre soin de ton corps évidemment, mais de toute façon il va se dégrader. C'est inéluctable. Donc peut-être tu peux arrêter de te prendre le chou avec ça et de te faire des films d'horreur sur mon corps ne sera pas parfait, et il est déjà imparfait, et il sera encore plus imparfait, te faire des troubles obsessionnels avec ça, et je ne serai donc pas plaisante, donc pas aimable. Donc si je ne suis pas aimée, je vais me retrouver seule. On retrouve toujours sur le truc de la solitude en général. Bah oui, tout revient au même. Hein. C'est tout ça pour ça, quoi. Donc autant aller direct sur le problème de la solitude, comme ça c'est réglé, on arrête tous ces machins qui ne servent à rien, c'est plus rapide et c'est plus efficace, et c'est vrai. Bon, alors on est passé. Mais souvent, quand on a vraiment ce truc, par exemple, j'ai une de mes patientes qui veut un corps parfait, très dans amour, gloire et beauté. Hein. Elle est chanteuse,
J'adore cette fille, elle est super sympa, mais elle a ce truc avec le corps parfait, donc chirurgie esthétique, opération, machin, sport à donf, mais pour le corps parfait, d'accord? Bon, il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres, hein, mais ça c'est un exemple que j'ai en tête. Et donc ça lui développe de l'anxiété, puisqu'elle passe son temps, alors, ah, j'ai pas le corps parfait, oh, j'ai pris 3 grammes, les régimes, les machins, bon, elle passe son temps là-dessus, c'est une obsession, quoi. Et du coup, ça lui colle de l'anxiété. Et quand j'aurai un corps parfait, en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça, alors je serai enfin au sommet de ma vie, et j'y resterai. Elle ne va pas y rester longtemps, parce que de toute façon, en vieillissant, on va se dégrader. Donc ça sert à rien. Non, mais ça sert à rien. Pendant ce temps-là, la vie passe. Je veux dire, elle ne peut pas profiter de ce qui est là, parce qu'elle se fait des films tout le temps. Soit des films sur Mon Prince Charmant, là où il est, et Amour, gloire et beauté, si j'ai la reconnaissance, si j'ai la beauté, si je serai aimée, je suis aimable, j'aurai tout ce que je veux. En plus, elle a tout ce qu'elle veut, puisque comme elle réussit, ça marche, mais elle n'est jamais heureuse. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec... c'est que des chimères, en fait. C'est pas parce que tu possèdes la voiture, machin, l'argent, l'amour, la gloire et la beauté que tu as le sentiment d'être complet. Tu as le sentiment d'être complet 5 minutes, et après, il ne faut pas perdre le truc, quoi. Il ne faut pas lâcher le pompon que tu as trouvé. Donc c'est une cata, en fait. Donc le sentiment d'incomplétude, il est là. Et il ne se résout pas du tout comme ça. Vous aggravez votre cas en faisant ça, en voulant un corps parfait, en voulant votre âme sœur ou la bonne personne, en voulant l'enfant de vos rêves parce que vous n'avez pas réussi à avoir l'enfant, vous n'avez pas les enfants que vous vouliez, les enfants de la voisine sont mieux que les vôtres. Enfin, l'idée que vous aurez le bonheur quand vous aurez trouvé ce que vous cherchez depuis toujours. Alors, chacun son thème. Certains c'est l'amour, d'autres c'est le corps, l'autre c'est la mission de vie, l'autre c'est je ne sais pas quoi, le métier parfait, enfin bref, chacun son délire. Mais c'est intéressant de connaître son thème de prédilection qui génère les troubles anxieux. C'est là où l'anxiété devient enseignement. C'est à quel moment je me rends compte que le thème que j'ai choisi, enfin que je choisis, est un thème que je porte depuis que je suis enfant, probablement, hein, qui est peut-être le thème de ma famille. C'est possible que ce ne soit pas mon thème à moi, que c'est un thème familial ou transgénérationnel, ou un thème de, si vous croyez à la réincarnation, de vie antérieure, ou un thème qui ne vous appartient pas. Voilà. Mais pourquoi vous vous baladez avec ce thème anxieux ? Soit la recherche de l'amour parfait, soit la recherche de la réalisation de votre mission de vie. C'est quoi votre thème préféré, votre thème de prédilection dans l'anxiété? Il y a un thème, chacun son thème. On pas tous les mêmes. Hein. Il y en a qui s'énervent sur des thèmes genre, comme j'ai dit, je veux réussir ma vie. Alors c'est quoi réussir ta vie? Réussir ma vie, c'est... qu'est-ce qui me sort être connu, avoir du succès, avoir du pouvoir... Enfin, chacun ses trucs. Avoir de l'argent, avoir je sais pas quoi, posséder des biens, être brillant, être cool. Bon, chacun son machin. Enfin voilà. Bon. Donc, la question que vous pouvez vous poser. Ah, j'ai fait tout un travail en PowerPoint. Je ne peux pas le passer ici parce qu'il n'y a pas le truc. Mais vous pouvez, en allant sur mon... en allant sur quoi? Sur la vidéo, je vais la mettre en replay si vous voulez la réécouter. Vous pouvez récupérer le PowerPoint. Vous pouvez le scanner. Je vous ai mis un truc pour pouvoir récupérer mon PowerPoint. C'est gratuit, hein, c'est en accès libre. Donc la question que vous recherchez, quand vous êtes anxieux, posez-vous la question, qu'est-ce que je fuis maintenant? Qu'est-ce que je fuis maintenant? En général, vous allez trouver. Hein, je fuis le vide, je fuis l'incomplétude, je fuis l'insécurité, je fuis quelque chose qui me met dans l'inconfort. D'accord? Et vous allez, la deuxième question, qu'est-ce que je fuis maintenant et qu'est-ce que je quête dans le futur? C'est quoi ma quête du Graal? Après quoi je cours? Et là, vous allez voir l'origine de votre souffrance. Vous avez deux questions. Qu'est-ce que je fuis maintenant? Après quoi je cours? Qu'est-ce que je fuis maintenant? Quand vous commencez à être anxieux, c'est quoi le thème? Donc, à quoi j'essaye d'échapper maintenant? Et la deuxième question, c'est je cours après quoi? C'est quoi ma quête du Graal? Je cherche à obtenir quoi qui serait promesse de bonheur? Donc là, vous commencez à voir le thème que vous avez saisi. Hein. Vous avez saisi un thème qui est le vôtre. La voisine, elle va saisir un autre thème, ou le même que le vôtre, parce que vous entendez bien avec elle. Mais chacun son thème, en fait, de prédilection sur... je vous ai dit... voilà, je vais choisir un truc pour m'empêcher d'être bien maintenant. Hein. Et ce n'est que dans l'acceptation profonde
de l'instant présent que ce sentiment de manque et d'incomplétude peut disparaître. Il n'y a pas le choix. Voilà. C'est le truc des humains, ça. Et c'est vrai que, et pour le vivre aussi, on ne voit pas du tout la complétude dans les pensées, les sensations et les émotions qui se présentent parce qu'on la cherche dans le futur. Donc on ne voit pas que quand on est bourré de pensées, même quand il y a des pensées anxieuses, on est complet, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans ces trucs inconfortables, mais on est quand même complet. Toujours, de toute façon, il n'y a que l'ici et le maintenant qui existe. Hein. Tout le reste, c'est des imaginaires, passé, futur, passé, futur. Voilà. Donc moi, ce que je fais quand j'ai de l'anxiété, déjà je suis assez au courant de mes thèmes de prédilection que j'ai déjà certains éradiqués, comme les problèmes de la quête de l'amour, l'amour absolu, là, l'amour avec l'âme sœur. Et je pense que c'est important de voir le récit. Hein. Je vous rappelle que c'est surtout l'histoire que vous vous racontez, que vous surrajoutez sur la peur dans le futur. Voilà. Un truc que j'avais trouvé intéressant dans mes expériences de vie, c'était un séminaire sur la mort que j'avais fait. Je trouve ça super intéressant, moi, apprivoiser la mort, au lieu de s'effrayer, là, de se faire peur avant. C'est pas morbide, la mort, parce que de toute façon, c'est inéluctable. C'est comme le corps parfait, c'est comme l'incomplétude. Tout ça, c'est des trucs humains, hein, ça fait partie de l'existence. Moi, ça m'a toujours intéressée. Et donc, j'avais fait un séminaire sur la mort, et j'avais trouvé intéressant l'exercice qu'elle nous avait donné. Elle nous dit, imaginez, vous êtes à la fin, là, vous êtes sur votre lit d'hôpital, ça c'est quand tu n'es pas mort dans un accident de voiture, tu n'as pas eu le temps de dire ouf. Hein. Bon. Donc imagine, tu as 2 doigts de mourir. Il y a 2 questions qui importent. Vous pouvez vous les poser maintenant, d'ailleurs ça peut être intéressant. Comment ai-je aimé? Comment ai-je aimé? Et souvent, des fois, il y avait Élise Kubler-Ross, qui était une grande aussi des mourants, du deuil et de la mort, etc. Elle avait posé la question, comment vous avez aimé sur Terre, sur votre passage là? Et souvent, il y avait des gens qui partaient avec des regrets. Ah, j'ai pas assez aimé, j'ai pas mis, je suis encore en conflit avec ma tante, avec ma grand-mère, avec avec mes enfants, bon bref. D'accord? Donc, comment ai-je aimé? Parce qu'il faut partir avec ses affaires en ordre. C'est l'idée. C'est-à-dire qu'en ayant achevé les communications inachevées. Ce n'est pas en ayant fait des expériences d'amour, mais d'amour imparfait, mais d'amour quand même. D'être allé sur le terrain, quoi, d'avoir joué la partition. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de rester comme ça en observant. Je dis souvent, allez sur le terrain, jouez la partition et après vous verrez. Mais au moins faites des expériences, ne restez pas comme ça. Bon. Et donc, pourquoi je disais ça? Oui, comment ai-je aimé? Première question. Ça, vous pouvez vous la poser maintenant. Est-ce que vous avez aimé dans votre vie ou est-ce que vous avez voulu être aimé pour réparer votre enfance pourrie, hein, ou est-ce que vous avez été partante pour aimer? Parce que souvent, on dit qu'on aime, on donne tout, mais c'est pour pouvoir se sentir protégé ou en sécurité par l'autre, ou animé par l'autre. Donc, est-ce que vous avez vraiment aimé ou pas, ou même aimé de manière imparfaite? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez appris de votre en étant sur Terre? Vous avez appris quoi? Ça vous a servi à quoi d'être là, en fait? Toutes ces expériences pour apprendre. En général, on passe des épreuves. Souvent, vous avez remarqué que les épreuves, ça nous fait évoluer. C'est quand on est tranquillou, peinardou, on n'apprend pas grand-chose. C'est dans les épreuves que d'un coup, on pige des trucs. Donc, c'est pour ça que je parle de l'anxiété comme terrain d'enseignement. C'est souvent quand c'est chaotique, voire très chaotique, qu'on pige des trucs et qu'on se dit plus jamais ça. Maintenant, je vais me respecter. Maintenant, je ne vais plus être dans la dépendance. Maintenant, je vais profiter de ce qui est là, des petits riens du quotidien. Maintenant, je vais me faire plaisir. Maintenant, je vais arrêter de bosser, de me mettre la pression et de bosser comme une tarée. Maintenant, je vais dire non à certains et oui à d'autres. Maintenant. Et c'est parce qu'il y a eu souvent de l'anxiété ou du trop de tout partout, et que ces périodes chaotiques deviennent enseignantes. Donc on pige un truc, et c'est dans les épreuves qu'on évolue. C'est pas dans la stagnation, la stabilité, la paix, le machin. Vous avez remarqué. Bon, alors moi je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc c'est intéressant de voir comment les moments d'anxiété et les moments où c'est pris la tête sur demain, promesse de bonheur, c'est sûr et c'est certain, en faisant ça, simi, en général c'est tout faux.
C'est surtout pas en faisant ça, c'est contre-productif. C'est en cherchant l'amour absolu que je vais me détruire, je ne vais pas me respecter, courir derrière quelqu'un. C'est en voulant absolument réussir ma vie, en travaillant comme une dingue, que je rate ma vie, que je me colle des burn-out, etc., etc. Ça fait exactement l'inverse. Donc c'est très intéressant d'aller au bout d'un système. Ce que je dis souvent à mes patients, des fois je leur dis, mais vous n'êtes pas encore assez en souffrance pour faire la bascule, c'est-à-dire de piger ce que vous devez piger. Vous ne souffrez pas assez, c'est pas continuer de souffrir. Je leur dis, allez, allez-y. Parce qu'ils n'arrivent pas à arrêter leur truc par exemple, de dépendance, ils n'arrivent pas. Ils disent oui, mais là, et j'y arrive pas. Je dis, bah, si vous n'y arrivez pas, c'est que c'est pas l'heure. Vous n'êtes pas prêt à shifter, à travailler sur la solitude. C'est pas grave, ça sera plus tard. Mais il faut peut-être aller encore plus dans la galère. Et parfois, c'est comme ça. C'est dans l'expérience, au fond, du fond, que, ping, d'un coup, ah bah j'ai pigé. Ah bah plus jamais ça. On va pas refaire le même tour de manège. On va arrêter de choisir le même genre de truc. Voilà. Autre chose, et après il y avait quelqu'un qui voulait parler, non? Ou pas? J'avais l'impression que quelqu'un voulait dire quelque chose. Non? Bon, je vous laisserai la parole après. Autre chose sur... j'aime bien. Imaginez, vous êtes sur votre lit de mort. On vous pose la question. Ça, vous allez vous la poser tout de suite. Comment c'était avec le corps? Est-ce que vous avez pris soin de votre corps? Comment c'était vous et le corps qui vous avait été donné, de véhicule terrestre, quoi. Comment c'était votre relation à votre corps? Est-ce que vous avez pris soin, pas pris soin? Est-ce que vous avez forcé le corps? Est-ce que vous avez utilisé des produits pour déséquilibrer le corps? Voilà. Comment vous avez fait avec votre corps? C'était quoi votre relation à votre corps? Ça, c'est une question. C'est le rituel des morts et des Égyptiens sur la mort. Il y a un bilan et on vous pose des questions comme ça, soi-disant. C'est toujours intéressant, même si c'est vrai ou pas. Peu importe, posez-vous la question maintenant avant de mourir. Quelle est ma relation au corps, moi et mon corps? Comment tu prends soin de tes émotions, toi et tes émotions? Ta relation à tes émotions. Comment tu prends soin de tes émotions? Comment tu les accueilles? Comment tu les acceptes? Voilà. Quelles sont les émotions prédominantes qui te font travailler, etc. Voilà. Toi et tes émotions. Le corps émotionnel, c'est aussi un corps. Hein. Il y a le corps-corps, il y a le corps émotionnel, et puis après, il y a différents corps. Hein. Bon. Après, il y a l'être, c'est-à-dire l'être, l'âme, l'être. Hein. Vous m'entendez? C'est bon? L'être. C'est-à-dire vous et votre relation à la spiritualité ou à votre être, c'est-à-dire votre essence, votre nature profonde, là d'où vous venez, la source, je ne sais pas, votre présence, le soi, enfin quelque chose qu'on appelle l'être. D'accord? Donc c'est votre moi profond, appelez-le comme vous voulez, votre être spirituel, mettez le vocabulaire que vous voulez, votre relation à l'être. Quel est-il? Est-ce que vous êtes en contact avec l'être ou est-ce que vous êtes complètement déconnecté de votre être? Voilà. Comment c'est pour vous cette relation à l'être? Donc, c'est des questions qui me paraissent assez intéressantes parce que ça travaille sur les trois plans, hein, l'être, le cœur, l'amour, le cœur, le corps et le monde émotionnel. Donc, toujours intéressant de vous poser ces questions avant de mourir. Maintenant, c'est maintenant, hein, vous n'êtes pas tout de suite là-bas. Donc, de voir comment vous pouvez encore changer votre relation à votre corps, donc en prendre soin. Changer votre relation à vos émotions, pareil, accueillir les émotions, prendre soin des émotions, apprendre à utiliser tout le spectre émotionnel. Parce que quand on travaille sur l'anxiété, on travaille sur, pas que la peur, on travaille sur, par exemple, la frustration, la colère, oser mettre ses limites. Parce que souvent, les gens qui sont anxieux n'osent pas se mettre en colère. Donc, ça peut être se réapproprier le spectre de toutes les émotions. Toutes les émotions ont du sens, ont leur place. Donc, on apprend à se réapproprier tout le spectre émotionnel. On ne vire pas une émotion, on ne met pas une émotion à la place d'une autre. On dit la colère, ça sert à ça, utilise-la. La peur, ça sert au danger. La tristesse, ça sert à la perte, donc c'est OK d'être triste, etc. La joie, ça sert à partager. Voilà, donc toutes les émotions ont leur place. Donc on apprend à inclure les émotions, à élargir le spectre, plutôt que de se débarrasser d'une émotion en disant toi, tais-toi là-bas, va te faire foutre. Voilà. Donc ça, c'est le rapport aux émotions qui est toujours intéressant, qui est ni trop peu, ni je me noie dans mes émotions, ni je ne veux pas de mes émotions, ni je m'éloigne de mes émotions. Hein. Donc c'est toujours cette histoire de l'équilibre. Quand on travaille sur les troubles anxieux, je vous rappelle qu'on va rechercher la sécurité, donc l'équilibre.
retourner à une forme de stabilité, à une forme d'homéostasie dans l'équilibre. Ça, c'est aussi très important. La seule manière pour moi, et c'est pour ça que je donnais des cours avant, que j'étais formatrice en gestion du stress, et je le dis maintenant à la plupart de mes patients, en général, quand ils arrivent avec un problème focalisé sur la vie amoureuse, ou la vie avec leurs enfants, machin, je me prends la tête avec les petits-enfants, avec les enfants, ou au boulot, je me prends la tête avec le patron, avec le collègue, machin, qui me harcèle, je me prends la tête avec quelqu'un. En général, je commence par regarder l'entièreté, l'ensemble de comment la personne gère son stress. Et si je vois qu'il y a un déséquilibre quelque part, c'est-à-dire qu'il y a une surfocalisation d'une sphère, par exemple la sphère mère, ou la sphère père, ou la sphère professionnelle, au détriment d'une autre sphère, il va y avoir un déséquilibre. Donc il va y avoir un stress qui va apparaître dans une surfocalisation d'une attention quelque part. Si c'est pour moi, bon, je suis quand même vachement sur la relation amoureuse, donc quand les gens surfocalisent sur la relation amoureuse, ils défocalisent du reste. Voilà, c'est normal, on ne peut pas être partout à la fois. Donc quand tu mets ton attention sur un truc, c'est au détriment d'autre chose. Hein. Voilà, donc c'est important de voir comment je gère mon stress en général, parce que je vous rappelle que la vie, elle est que ici et maintenant, et que le système nerveux autonome fonctionne comme ça. Soit je me mets le pied sur l'accélérateur et je m'agite dans tous les sens sur des trucs qui n'ont pas d'intérêt, et là j'aggrave mon anxiété, soit je mets alors ça c'est plutôt la dépression, je mets le pied sur le frein, je suis tellement en train de freiner à tout mettre à distance que je m'éteins. À force de m'éteindre, je suis complètement figée, inhibée, je ne bouge plus, j'attends que la vie passe, je reste dans mon lit et je rumine que je n'ai pas ce que je veux. Voilà, donc ça, c'est pas le sujet, je suis plutôt dans les troubles anxieux. Mais en tout cas, on cherche toujours, toujours à voir comment la personne peut ramener de la stabilité, de la sécurité, de la stabilité à travers une manière de savoir gérer son stress, c'est-à-dire de placer des ressources dans sa vie, et c'est souvent des ressources et des petites choses du quotidien, ce n'est pas des grandes choses grandioses, et d'élaguer les facteurs de stress qui ne servent à rien. Donc d'élaguer des pensées du pire, un jour je trouverai l'amour et je serai heureux, ou des pensées, je sais pas, inopérantes, quoi, des pensées, des trucs qui servent à rien du tout, pendant ce temps-là, je ne suis pas là. Donc qu'est-ce qui me colle le stress? Alors c'est au cas par cas, hein. Comment je m'organise pour être stressée? Est-ce que je ne peux pas élaguer des trucs ou dire non à certains choix que je fais? Des fois, ça peut passer par changer de métier. Je vais arrêter ce métier parce que ce métier me met en stress, pas possible, c'est pas fait pour moi, donc je change de métier, tant pis. Ça peut être changer de mec, ça peut être changer d'enfant. Non, d'enfant, peut-être pas. Peut-être pas les enfants. Ah, changer d'enfant, moi. Allez hop, mettez-moi en d'autres, changer de quoi? Changer de maison, hein, de lieu, de localisation géographique, changer de son tissu social, de se faire des nouveaux amis, changer ses plaisirs, hein, ça peut être faire plus de sport ou plus de musique et moins travail. Voilà, donc changer des trucs, c'est-à-dire placer des ressources qui sont réalistes, qui souvent sont faciles et qui nous mettent, qui mettent l'enfant intérieur dans la joie de vivre, en fait, dans la vitalité. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on se raconte des histoires fausses. C'est-à-dire, on se dit, ça va me rendre heureux, et en fait, c'est pas si vrai que ça. Ben, souvent des conneries. Et après coup, vraiment, quand on a beaucoup souffert, en général, on se dit, mais pourquoi je me suis raconté de telles histoires? Mais il fallait que je passe par là. Il fallait que je passe par ces expériences pour vraiment comprendre que ça ne sert à rien. Ça ne servait à rien. Mais bon, il fallait que je passe par là, parce que sinon, ne faisant pas l'expérience, je n'aurais pas pu comprendre. Alors, je vous laisse un peu la parole. Dans les thérapies, hein, pour ceux qui sont anxieux, juste pour dire, vous avez les thérapies comportementales et cognitives de dernière vague, elles sont pas mal, avec... ouais, ça c'est intéressant, parce que ça fait travailler sur les comportements et les cognitions, avec des facteurs d'exposition, mais on travaille avec la titration, c'est-à-dire qu'on travaille avec très peu. Vous avez la somatic experiencing que j'ai citée aussi, qui est une thérapie qui travaille sur les traumatismes du passé, où l'idée c'est de défiger ce qui a été stocké dans l'organisme, parce qu'on me rappelle toujours que le traumatisme est dans le passé, il n'est pas dans le présent. Malheureusement, les gens qui n'ont pas archivé leur traumatisme, physiologiquement parlant, ils ont toujours ils voient avec, ils perçoivent avec le regard d'avant.
Donc avec les mêmes pensées, les mêmes croyances, les mêmes systèmes que quand ils étaient petits, en fait. C'est pas archivé. Voilà. Il y a la SE. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est intéressant pour travailler sur l'anxiété après, vous avez les trucs classiques. Vous avez la cohérence cardiaque, la respiration. Ça, c'est tout ce qui mène. Moi, je travaille beaucoup avec la théorie polyvagale parce que là, on travaille sur retrouver la régulation du système nerveux. C'est quoi? Voilà, on cherche ici et maintenant à réguler le système. Parce que quelqu'un qui a de l'anxiété, c'est un système dérégulé. Et donc elle a plus beaucoup de marge. La personne a peu de marge de tolérance sur tout et n'importe quoi. En général, le moindre truc, ça passe en cacahuète, quoi. D'accord ? Donc la fenêtre de tolérance est diminuée parce que le système est dérégulé. Donc qu'est-ce qu'on cherche avec la théorie polyvagale? À réguler le système nerveux dans son global. Donc en plaçant des ressources, en allant dans le plaisir, en se mettant dans le confort, en faisant attention à son corps, en prenant soin de soi, en profitant des choses qui sont disponibles et réalistes. Et on est beaucoup dans ici, maintenant, demain, tout à l'heure, après. Là, on est très dans le présent. Hein. On n'est pas tellement perché dans grandes idées abstraites. On travaille avec le système ici et maintenant. Voilà. Après, qu'est-ce qui peut aider? Donc, oui, tout ce qui est relaxation. Oui, c'est tout ce qui est amener le corps à relâcher, en fait. Hein. Travail avec le corps, c'est impressionnant parce qu'en fait, l'anxiété, c'est l'énergie part de la tête et monte vers le haut, d'accord? Donc on est beaucoup dans le mental. Le mental s'agite, l'émotionnel s'agite, ça part de, on est déraciné en fait, hein, on sent plus nos racines. Donc c'est ça l'anxiété, c'est une forme de déconnexion, d'accord? Donc on cherche à ramener de l'ancrage et de l'enracinement dans le corps, c'est-à-dire qu'on cherche à ce que l'énergie redescende vers le bas. Les gens qui sont très enracinés, très ancrés, sont beaucoup moins anxieux que ceux qui sont dans le mental, hein, je vous le signale, parce que eux, ils sont déjà barrés, ils sont déjà un peu barrés là-haut. Donc ramener de la stabilité, de l'enracinement, donc d'être présent, le mindfulness, c'est la pleine conscience, d'être vraiment là, de profiter, de jouir des petits plaisirs de la vie, c'est ce qu'on fait faire, de ramener le corps à un sentiment de relâchement en fait. C'est l'inverse de la déconnexion. Alors, les muscles relâchent, donc cohérence cardiaque, c'est pour ça que ça marche. Cohérence cardiaque, relaxation, visualisation, imagerie mentale, aller dans la nature, les machins qui posent la bête quoi. Voilà. Donc on ralentit, on décélère, on se pose et on profite. Donc les gens qui sont plus contemplatifs, en général, ils sont pas tous, mais quand ils sont vraiment contemplatifs, ceux qui adorent la nature, par exemple, les gens qui sont contemplatifs et qui adorent se coller aux arbres, là, vous voyez, les machins avec les arbres, la nature, les plantes, les machins, et comme ils sont plus en contact avec la corporalité, l'incarnation, les racines, ils sont moins barrés dans l'anxiété. C'est des trucs qui marchent. Après, chacun est comme il est. Chacun ses goûts, ses préférences et ses tendances. Alors, si vous aimez la nature, allez dans la nature. Si vous aimez la respiration, faites de la respiration. Si vous aimez la musique, allez dans la musique. Si vous aimez le sport, faites du sport. Faites un truc qui marche pour vous, parce qu'on n'est pas les mêmes. Alors moi, je me mets dans la nature, je dis, oh, c'est beau la rando, c'est beau, c'est magnifique, oh, c'est beau, oh, c'est beau. Bon, alors maintenant, on fait quoi? Voilà, c'est bien, parce que moi, c'est pas trop mon truc. Mais chacun son truc. Il faut vraiment que chacun trouve ses propres manières de retourner à une sensation corporelle de relâchement, d'expansion. Le relâchement des muscles, c'est l'expansion. Il y a quelque chose qui... Voilà, l'anxiété, c'est la contraction. Hein. Il y a tout qui serre, le mental s'agite. Et l'inverse, hein, le parasympathique, c'est ce qu'on appelle dans le système nerveux le ventral vagal. Le retour au ventral vagal, c'est l'expansion. Il y a tout qui relâche et je peux me poser et je sens l'énergie qui redescend vers le bas, tout se détend. Voilà, ça fait ce truc-là. Ça, c'est le ventral vagal. Alors, juste pour info, le ventral vagal, ceux qui sont anxieux, vous l'avez avec donc, la nature, avec les ressources, les choses que vous aimez, et vous l'avez avec le lien. On se co-régule pour aller au ventral vagal. Donc, si vous prenez des gens qui sont co-régulés, qui sont régulés, donc des gens qui sont un peu peinards, qui sont tranquilles au niveau de leur système nerveux, pas des agités du bocal, parce que si vous prenez des très excités et qui sont très stressés,
ça ne va pas vous co-réguler. Vous avez compris le truc. Il faut prendre des gens qui sont un peu pépères, un peu, qui vous emmènent dans la nature, comme ça, là, c'est beau, la vie, profite, machin. Et là, ça va vous co-réguler. Ou des gens qui vous écoutent bien, qui sont très empathiques, qui vous écoutent. Voilà. Donc ça, c'est de la co-régulation. Et ça régule le système nerveux vers le ventral vagal, c'est-à-dire vers le côté expansif, détente, relâchement. Donc c'est intéressant de savoir comment on s'autorégule, parce qu'on n'a pas toujours quelqu'un à côté, et comment on se co-régule. Et on se co-régule aussi en collectif, avec les autres. On se co-régule, on est des mammifères supérieurs, je vous rappelle, les dauphins, enfin tous les animaux, ils se co-régulent avec l'équipe, en coopération, ils ne se co-régulent pas tout seuls. Donc on se co-régule, c'est pour ça que vous êtes ici en petite communauté là, ce soir, parce qu'on se co-régule en étant ensemble aussi. Et c'est pour ça que je crée souvent des familles. Quand je fais des formations en ligne, je crée des petites familles pour qu'ils se co-régulent entre eux. Ils s'entraident entre eux et ça marche très bien. Parce que c'est vraiment un des facteurs qui fait qu'on se sent plus seul, on est en lien avec les autres, on n'est pas seul dans le bordel des troubles de l'anxiété, par exemple, ou dans le vide abyssal, parce que là, je suis par exemple dans la formation du vide affectif. Donc on n'est pas le seul à traîner ces problèmes-là. Tout le monde, tous ceux qui sont dans le groupe, ils sont pareils. On a tous l'anxiété. Et du coup, on peut se comprendre, pas se sentir seul et se sentir en lien avec nos familles d'âme, quoi, avec les autres qui sont comme nous. Et le fait de pouvoir s'exprimer et d'en parler, ça descend la honte, parce qu'en général, on a honte d'être anxieux. On se dit, je suis nul, pourquoi je suis anxieux, l'autre il va bien. Et bien déjà, le fait de pouvoir poser des mots en disant, moi j'ai honte d'être anxieux, mais c'est délirant, je ne comprends pas. Et déjà, rien que le fait de pouvoir le poser, de se sentir écouté et accueilli comme on est, paf, la honte, elle diminue. On commence à être dans le ventral vagal. Parce que et c'est ça qui est important de comprendre. On fonctionne avec la biologie, quoi, avec l'organisme. Et moi, j'aime bien travailler avec le corps parce que c'est du vrai. Le corps ne ment jamais. Alors que le mental, on se raconte des cracks. Et oui, mais si j'ai mon mari qui m'aime, alors je serai heureuse, cette promesse de bonheur. Bon, ça, c'est des pensées. Mais en attendant, le corps, il dit quoi ? Comment tu fais pour maintenant retourner à la régulation de ton système nerveux ? Je trouve ça plus intéressant de se poser la question. Qu'est-ce que je fais maintenant pour réguler mon système ? Est-ce que vous avez, je vois que le temps passe, est-ce que vous avez des questions ? Parce que moi, je suis une pipelette et quand je commence à parler, je parle. Donc, des questions ou des commentaires ou des témoignages, parce que l'anxiété, c'est quand même un truc hyper classique. Vous n'avez pas de questions sur l'anxiété ? Ou de témoignages, vous n'êtes pas des anxieux. Oui, vas-y. Alors, est-ce que tu peux passer le micro ? Merci. Ah, super. Oui, mais c'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Quelle différence faites-vous entre l'angoisse et l'anxiété ? C'est très proche. Pour moi, ça ne tient qu'à moi, pour moi, l'angoisse, c'est un cran au-dessus. C'est vraiment, pour moi, c'est au niveau du curseur. Tu peux avoir des troubles anxieux légers, te sentir un peu en hypervigilance, un peu hyper tendu. Parce que l'hypervigilance chronique, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Système d'alarme, méfions-nous, voilà. Et ils sont tendus en fait. Tu vois, tu es crispé, tu es tendu dans le corps, tu n'es jamais tellement détendu parce que tu es toujours en train de te dire danger, 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 alerte rouge. Donc ça, c'est des troubles anxieux un peu légers parce que des fois, tu ne te rends même pas compte que toute la journée, tu es comme ça. Donc, après, tu as mal au dos, mais tu as mal au cervical, mais des fois, tu ne te rends pas compte que tu es comme ça. Non, je suis serré, alors des fois, la nuit, Donc ça, c'est les troubles anxieux, on va dire plutôt légers. L'angoisse, c'est là, pour moi, c'est le débordement. L'angoisse, t'es vraiment pris à la gorge, machin, là, comme ça, t'es vraiment dans un état proche de l'Ohio, tu vois. Et c'est souvent, si tu veux, et c'est presque proche de l'attaque de panique, parce que l'angoisse, après, tu as la séquence, c'est toujours la séquence, c'est la peur d'avoir de l'angoisse, la peur de ne pas traverser, la peur de ne pas arriver à s'en débarrasser, tu vois, tu as tout ce truc-là. Et puis après, tu as, comme j'ai expliqué, le thème après quoi tu cours. Si tu te fais une rumination sur l'âme sœur, donc « Ah, mais je ne vais pas arriver à voir l'âme sœur » ou « Ah, je ne vais pas arriver à réussir mon examen demain » ;« Ah, je ne vais pas arriver… » je sais pas quoi. Bon, ça, c'est le récit que tu te fais, c'est l'histoire. Mais dans l'angoisse, c'est un peu supérieur aux troubles anxieux, dirons-nous,
un peu chroniques, quoi, les troubles anxieux. Bon, je me méfie un peu de tout. Je me méfie de mon patron, je me méfie de mes amis, je me méfie de... Tu vois, les gens en hypervigilance, ils vont se méfier parce qu'ils sont toujours en alerte. Là, c'est dangereux, là, c'est dangereux. Ah, là, ça va être dangereux, là, ça va, mais là, ça va être dangereux. Et d'ailleurs, pour savoir si tu as des troubles anxieux, c'est pas compliqué, tu te mets chez toi, même là, tu vois, tu te mets ici, n'importe où. Tu te mets là où tu es et tu fais un tournus visuel, tu regardes autour de toi, tu laisses tes yeux s'orienter dans la pièce et tu regardes si le monde est sécurisant, si les objets que tu vois autour de toi ou l'environnement te paraît sécurisant ou activant. Activant, c'est-à-dire, oh, il pourrait y avoir un truc qui vienne de là. Oh, peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir derrière, il faut que je fasse gaffe. Oh, ah bah, il y a une tête là, il a l'air pas sympathique l'autre, il me fait la gueule, il a l'air de s'ennuyer, regarde sa montre, putain, dans 2 minutes il va s'ennuyer, il va se barrer. Ça veut dire que je suis nulle. Hop, ça c'est les troubles anxieux. Hein. Hop. Tu vois, il y a un machin qui va m'activer, alors que si je me dis pas, je suis nulle, je fais ma conf, l'autre il s'ennuie pas, je m'en fous, ben, c'est pas le sujet. J'ai pas d'anxiété sociale, là, tu vois, là je parlais d'anxiété sociale, je vais pas commencer à interpréter le signal. Je veux dire, je le vois, bon, il regarde sa montre, et il a le droit. Je vais pas commencer à me faire des films, tu vois. Mais quelqu'un qui a des troubles anxieux, il se fait des films. Tout le temps. Donc il interprète le réel comme étant quelque chose de potentiellement dangereux à venir, futur dangereux. Donc c'est de l'interprétation évidemment, puisqu'il n'y a pas de danger, je ne vais pas mourir, même s'il s'ennuie, même s'il me trouve nul, c'est pas grave. Mais tu vois, c'est vraiment interprétatif. Et donc les troubles anxieux chroniques, c'est classique, c'est une forme d'hypervigilance chronique. Maintenant, des fois on peut déraciner par rapport au thème, quand tu cours vraiment derrière un thème, et là tu te dis, bon là, il faut que j'arrête, c'est vraiment délirant. Là, et je me remets mon attention maintenant, tu vois. Et l'angoisse, c'est un cran au-dessus. Et j'ai dit tout à l'heure, si tu m'as écouté, quand tu es vraiment pris dans les machins d'angoisse, de panique, là tu attends que ça passe parce que là, tu peux pas. Après, à part appeler la copine, faire ce que tu peux, faire de ton mieux, des trucs qui t'aident au mieux, placer des ressources pour dézoomer un peu, mais voilà, il faut traverser l'affaire, quoi. C'est humain, il faut traverser, tu ne veux pas être toujours au sommet, donc pas toujours zen. Après, c'est nous ce qu'on voit dans les gens qui travaillent en santé mentale, on voit qu'est-ce qui aggrave ton cas. Comment tu t'organises pour te foutre le stress et pour te foutre de l'anxiété alors que tu n'as pas besoin de t'en rajouter des couches. Voilà. On voit comment je m'empêche d'aller bien en fait. Ça c'est une manière, moi j'aime beaucoup travailler sur l'indirect, comment je m'organise pour foutre le bordel dans ma vie, pour me coller de l'anxiété aux fesses alors qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc ça peut être une piste, ou ça peut être retrouver la stabilité avec le corps, la respiration, des fois c'est des trucs un peu d'urgence. Voilà, qu'est-ce que je fais pour me retrouver un peu une vie en équilibre, me poser un peu, quoi. Arrêter de voir du danger partout, parce qu'en fait, il n'y a pas tant de danger que ça. Donc c'est aussi des fois apprendre à poser ses limites, je parlais de la colère, à s'affirmer, à prendre sa place, à dire oui, à dire non, à dire ça je garde, ça j'enlève dans ma vie. Ah, ça passe aussi par la gestion du stress quand même. Hein. Mais c'est souvent au cas par cas. Merci de cette question parce qu'elle est très pertinente. Est-ce que tu peux poser la... Non, c'est pas vous parler, c'est son portable. Il ne filme plus. Ah oui, mais c'est pas grave, il file quand même. Même si ça arrête. Bon, voilà. Bon, de toute façon, il est 8h30, 20h30. Donc, c'était bien. Vous aviez encore une question ou ça va? Moi, j'ai une... Ah, tu as une dernière question. Vas-y. C'est alors... Bon, anxiété, angoisse, stress, voilà, bon, c'est un peu lié. Et je l'associe souvent au sentiment d'impuissance que j'ai sur une situation. Oui, complètement. C'est lié. Finalement, je ne peux pas agir et j'imagine le pire et je ne peux pas agir. Et donc c'est vrai, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est lié au sentiment d'impuissance, honte, culpabilité, sentiment d'impuissance, désespoir. C'est des moments comme ça où effectivement tu n'as pas le contrôle. Et donc c'est inconfortable parce que tu vois que tu n'as pas le contrôle. Ce qui est le pire, c'est le sentiment de perdre le contrôle. De ne pas maîtriser le schtroumpf, de ne pas trouver une astuce pour te débarrasser du truc. Donc le mieux là, c'est de voir que tu cherches à te débarrasser de ce truc et d'être dans l'autocompassion. C'est-à-dire de dire, voilà, je vois que je suis toute petite, je n'ai pas grand-chose, je suis débordée par mon truc, je me sens vraiment impuissante, voire figée, et je sais que ça va passer, mais pour l'instant, je suis kiki. Voilà.
j'essaye d'accepter ce truc-là, d'accepter, c'est-à-dire, de toute façon, alors accepter, c'est un mot, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que quand tu veux accepter, tu n'acceptes pas, tu es impuissant. Tu ne peux pas accepter l'impuissance, tu n'y arrives pas. Donc c'est plutôt, si l'impuissance apparaît, c'est qu'il y a déjà eu une permission que ça apparaisse. Il y a déjà un oui dans le fait que ceci apparaît. C'est pas confortable, mais c'est déjà là. La preuve, c'est là. C'est ce que tu vis. Parce que souvent, on vous dit accepter accepte l'impuissance. On vous dit souvent dans les trucs de... Tout le monde en parle. Accepter, plus vous acceptez, plus ça glisse. Plus ça diminue. Plus tu acceptes ton impuissance, plus ça diminue. Moins tu t'énerves, plus tu veux être puissante et moins tu y arrives. Plus tu veux contrôler, moins tu y arrives. Donc on te dit accueillir. Le mot, c'est accueillir, accepter. Et en général, c'est très difficile d'accepter quand tu te sens impuissante. Tu veux juste te libérer du bordel. D'accord ? C'est ce qu'on veut tous faire. C'est quoi ce machin ? Dégagez-moi ça. Je veux retrouver ma zénitude. Et plus tu fais ça, et moins ça marche. Parce que plus tu vas avoir le contrôle, et moins tu l'as. Donc, un truc que tu peux te dire, c'est une astuce, hein, c'est de dire, puisque l'impuissance est là, elle est là. Voilà. Alors, soit tu fais un truc pour te faciliter la vie, comme j'ai dit, place une ressource, etc. Soit tu te dis, ben, c'est déjà là. Il y a eu une permission que ce soit là. La preuve, c'est là. Ça se fait en moi. Sentiments, pensées, émotions apparaissent. Elles apparaissent, elles disparaissent, mais ça apparaît. Donc c'est ça l'acceptation. L'acceptation profonde, c'est tout apparaît, et sur le fond, puisque ça apparaît, c'est que je suis d'accord avec ça. Puisque ça se fait comme ça. Bon, t'as pas compris. Non, Comment je peux t'expliquer ? Tout ce qui apparaît, si ça apparaît, c'est qu'il y a une permission que ça soit là, dans la conscience. Qu'est-ce qui apparaît dans la conscience ? Les pensées, les sensations, les émotions, les images. Ça apparaît dans ta conscience. C'est ce qui apparaît. Bon, voilà. Donc, si ceci apparaît, et que ça ne disparaît pas à la seconde, et que tu n'as pas les moyens de faire disparaître ce truc, notamment l'impuissance, ben c'est que déjà, il y a eu quelque chose qui a fait en toi, puisque tu es humaine, ça apparaît en fait. Tu as donné une permission que ça apparaisse. Sinon, ça ne serait pas là. Tous les trucs inconfortables apparaissent. Tous les trucs agréables apparaissent. Et tu n'as pas toujours la main là-dessus. Nous, on croit toujours qu'on a la main sur tout, qu'on voudrait contrôler le truc et qu'on pourrait avoir la main. Mais des fois, on a la main, mais des fois, souvent, on n'a pas la main. Essaye d'avoir la main, des fois, j'ai dit, essaye quand même de te faire, pas d'aggraver ton cas et de placer une ressource pour aller sortir un peu d'impuissance, mais des fois, tu n'y arrives pas. Quand tu es vraiment dans une attaque de panique, je peux t'assurer que tu fais tout ce que tu veux, il n'y a rien qui marche. Donc, il y a juste à traverser. C'est-à-dire à donner la permission et à être dans la compassion, l'autocompassion féroce, c'est-à-dire d'être d'accord que ce qui arrive, arrive. Au lieu de lutter contre. Plus tu luttes contre, plus ça aggrave ton cas. Tout le temps. Tout le temps. Donc accepter que je n'ai pas la maîtrise de ça. Voilà, et être dans l'autocompassion de ton petit humain, de la petite humaine que tu es, qui n'a pas beaucoup de contrôle. Parce que c'est comme ça pour tout le monde en fait. Tu n'es pas toute seule avec ça, hein. Juste pour dire. Tout le monde passe par là. C'est complètement humain. Mais alors, complètement. Donc dire ok, je suis qu'une humaine et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et c'est l'autocompassion qui marche le mieux. C'est-à-dire comme si tu peux mettre des grandes mains, là, des grands bras en disant bah voilà, voilà, c'est la foire à l'empoigne. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je ne suis pas quelque part quand on a des expériences d'éveil, par exemple, on sait qu'on n'est pas ça. On n'est pas ce corps, on n'est pas ce truc-là, on n'est pas que des pensées, on n'est pas qu'un esprit, on n'est pas que ça. Voilà. Mais voilà, très souvent, on oublie qu'on est l'unité. C'est pas grave. Quand tu es dans le bordel, tu es dans le bordel. Donc le mieux que tu puisses faire, et qui est aidant en général, c'est d'arrêter de vouloir avoir la main quand tu n'as pas la main. Parce que les troubles anxieux, justement, c'est l'envie de prendre le contrôle, d'avoir le contrôle. Oui, c'est la perte du contrôle. Mais c'est très lié à ça. L'anxiété, l'angoisse, c'est j'ai pas le contrôle, je veux le contrôle. Et plus tu veux avoir la maîtrise et le contrôle, et moins tu l'as. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc un truc, c'est de le traverser, c'est de dire ok, allez, je laisse aller le machin, je tremble, je pleure, et je sais que ça va passer. Tu peux te faciliter la vie en appelant une copine quand même, ça ne t'empêche pas de te faciliter la vie en plaçant des ressources pour aller mieux. Mais à un moment donné, il faut traverser le truc, quoi.
traverser, ça veut dire que ça va être inconfortable. Tu ne vas pas en mourir, mais c'est inconfortable. Et beaucoup moins dans l'idée de contrôler le machin. Plus tu veux en t'en débarrasser, moins tu t'en débarrasses. Je te le dis, ça marche pour tout le monde comme ça. Affaire à suivre. Bon, bah merci à vous. Hein. Merci. Alors,